Le club, ce lieu de socialisation par excellence, temple de la culture de la nuit et où tous ces affidés se retrouvent pour danser, boire avec modération, hein, bien sûr, hein, n'est-ce pas? On essaye. On essaye, hein. Échanger des sourires, des barres de rire parfois, partager des moments de joie, d'allégresse et de bouyaka, bouyaka, bra, 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 bra. Vous aimez, hein? Bien qu'en baisse depuis plusieurs années, sous l'effet du Covid, la fréquentation des boîtes de nuit en Suisse romande reste l'activité principale des lieux de loisirs de nuit. On y voit une variété de styles, musique électronique, musique latino-américaine, pop et hip-hop. Comme nous, ici, on parle de masculinité, mais surtout de hip-hop, dont les premières soirées sont apparues en 1973 avec les block parties de DJ Kool Herc. On a tenu à rappeler l'importance du côté festif de cette musique. Et donc, on va consacrer cet épisode que l'on a intitulé Boys in the Club à discuter de tout ce qui se passe dans le club, dans le meilleur comme dans le pire. Salut, c'est Maskoff, le podcast qui parle de rap et de masculinité, saison 2, épisode 4, en direct des studios We Talk. Alors, on fait des présentations. Wetu, artiste spoken word, client de boîte de nuit et qui a, à un moment donné de sa vie, travaillé comme videur. Ouais. Tu vas bien? Ça va et toi? Ok. José, rappeur, animateur de radio, client de boîte de nuit plus que régulier. Hein. MC de soirée accessoirement. Mémoire de master en géographie sur les clubs en Suisse, hein, apparemment. Quoi? Attends, vas-y, explique cette histoire. Bon, alors déjà, dit comme ça, en mode des mots-clés comme ça. Alors, client, mémoire de master, José. Oui, non, la vérité, c'est que j'ai fait un master en géographie. Et comme j'avais envie de joindre l'utile à l'agréable, parce que j'avais absolument zéro motivation à cette époque-là, j'ai choisi comme sujet de mémoire de master, effectivement, les questions de genre en boîte de nuit. Et donc, j'ai tiré ça en longueur de ouf, je vous cache pas, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et ça a impliqué notamment des phases d'observation de terrain très sérieuses, où je prenais des notes en boîte de nuit. True story. Et bon, moi, je me présente aussi, Kay, et Kay Rubens, maître Yoda du DJing, qui va bientôt fêter ses 20 ans de mix, hein, quand même. Hein. 20 ans. Ah ouais, je dis, je suis vieux. Hein. Maître Yoda du DJ. T'as ouf, mais... Ok, let's go. Pour l'âge, seulement l'âge. Ah. Juste l'âge. Tortue il a Géniale. 200 ans, voilà. Non, mais attends, Tortue Géniale, il est hyper problématique, donc je préfère Yoda quand même. Non, mais t'es malade ou quoi? Not on camera. En plus, j'ai jamais regardé. Oh, non, jamais aimé. c'est grave. Jamais aimé. Bon, anyways, donc je vais fêter bientôt mes 20 ans de mix, hein, quand même, comme je l'ai dit avant. Je suis aussi clubbeur à mes heures perdues, d'ailleurs. Voilà, on a... Hein, t'es en gueule de bois, là? C'est un. T'es en gueule de bois? Ouais, un petit peu, mais de avant-hier, c'est dire. C'est ça. T'es en post-gueule de bois. Ouais, non, ça va. Et attention, toujours la modération, hein, d'accord? Bien sûr. Donc, t'es en gueule de bois, c'est que t'as pas du tout respecté la Il modération. parle d'expérience. T'es c'est tellement pas crédule. vrai de gueule de bois, c'est simplement un peu de fatigue, c'est tout. Voilà. T'as le droit. J'ai plus de... Hein. Bref, donc aujourd'hui, nous avons un invité. Je vous présente Zion. Ouch. C'est la première fois d'ailleurs que nous avons un invité. Hein, faut le noter. Comment vas-tu Moi, ça va, hein, franchement. Alors, Zion, tu as 29 ans. Tu as grandi à Haïti, compatriote de José. Très à présent. important. Big H. C'est important. Tu as mixé un peu partout en Suisse. Tu peux nous dire un peu Mon parcours? Ouais. J'ai commencé à mixer en 2020, pendant Covid, évidemment. Et j'ai commencé aussi à organiser des événements queer à Lausanne. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à mixer un peu pour les soirées que j'organisais. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai mixé vraiment partout en Suisse. Genre, il me restait le Tessin et j'ai mixé au Tessin il n'y a pas longtemps, donc c'est cool. Non. Ouais, je sais pas pourquoi Attends, le Tessin. pardon. C'est-à-dire que t'as coché... Non, mais t'as coché toutes les... T'es allé à Ouri. Non, genre en mode des zones, tu vois, des zones. Les zones citadines. Des zones Voilà. citadines, Lesquelles il a c'est ça. des espaces festifs C'est ça. pour personnes racisées notamment. Exactement, Ok. exactement. no offense, souris. Hein, on est avec vous. J'adore Ouri, mais non, pas mixé à Ouri. Mais ouais, Suisse romande beaucoup à Genève, malgré que je vienne de Lausanne. Et Zurich, Tessin, du coup, une fois. Ok.
Donc, tu as Ouais, commencé à mixer autour de... 2020, ouais, j'avais 24 ans. Et là, ben, ça fait 5 ans du coup que je mixe. Ouais. Puis j'ai mixé aussi un peu ailleurs, plusieurs fois à Paris. C'était cool. Franchement, ça change. Aussi au Portugal, à Lisbonne, plusieurs fois. Ah, Et c'est bien, j'ai trop kiffé. C'est Lisbonne. incroyable. Ah ouais. À Lisbonne, ça, Ouais. c'est la ville sûre. Et non, mais c'est incroyable. Et en Ouais, fait, c'est ouf. le nombre de personnes racisées aussi et leur façon T'as de. mixé au luxe? Non, j'ai mixé pour un club enfin, un événement qui s'appelle Dango Club. Ok. Et en gros, ils font dans différentes salles. Et la première fois que j'ai Oh. mixé là-bas, c'était la plus grande salle où j'avais jamais mixé. Il y avait genre 1000 personnes. Trop bien. Et ouais, c'était une dinguerie. Amsterdam aussi, puis Hmm. un peu d'autres villes en France comme ça. Donc voilà. Non, oui. Puis tu fais partie d'un collectif aussi. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. Donc le collectif qu'on a créé avec une pote, c'est 4311. C'est marrant pour le nom. En fait, on trouvait pas de nom. Et elle vient du Brésil et ben, moi d'Haïti. Et on a pris juste la distance en kilomètres entre nos deux villes. Puis ça s'appelle 4311. Et en fait, comme on De est... 4311 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et comme on est aussi axé vraiment faire des événements queer, c'était aussi marrant parce qu'à Skip, il y avait un club à Lausanne qui s'appelait le 4310. Je Mais savais non. pas. Ouais, je savais pas. Et qui a Incroyable. fermé. Et on dirait que le 4311, en fait, c'est la suite. Donc, Mhm. donc voilà, le collectif, en fait, on fait pas mal d'événements. Puis notre but, en fait, c'est de proposer des trucs queer, mais qui soient aussi axés les musiques que nous, on kiffe, en fait. Donc hip-hop, afro, etc. Et pas que ce soit une scène queer électronique, forcément. Donc, ouais, ça marche plutôt bien. Cool. Alors, toujours dans le cadre de la thématique du club, en fait, est-ce que on va poser la question à tout le monde, hein, un club en thème pour vous, pour toi, Wetou? Ouf, moi, c'est. Attends, juste parce que tout le monde n'est pas anglophone. Ah oui, Club pardon, Anthem, c'est juste, ma bad. Alors, est-ce qu'il y aurait un morceau emblématique du club que tu penses vraiment genre qui est incontournable, un incontournable? Moi, c'est Let's Get Dirty, Redman. Dès les premières secondes, t'as envie d'aller sur le dance floor. Ça, c'était produit par Rock Wilder, non? Je sais pas, ça je pourrais pas te dire. Parce que je sais qu'il bossait beaucoup avec Eric Sermon aussi à l'époque, donc je sais pas s'il était encore à vérifier. Mais c'est vraiment pour moi, c'est l'hymne. En plus, tu vois, le truc, c'est que ça parle de. Rock Wilder. C'est Rock Wilder. Le titre entier, c'est Let's Get Dirty, I Cannot Get in the Club. I ain't on the guest list, I ain't VIP. I snuck in the exit, learn the DIP. Et donc, c'est vraiment l'hymne des gars qui arrivent pas à rentrer et qui, dès qu'ils rentrent, ils veulent, tu vois, s'accaparer le lieu, tu vois. Ouais, d'ailleurs, les enjeux d'entrée, on va en parler un peu plus tard, mais fond. en attendant, je vais te poser la question à toi, José. Écoutez, c'est une réflexion qui m'a pris des heures et des remises en question existentielles énormes. Non, en vrai, hier soir, j'étais en soirée, je vous cache pas, et j'en ai profité pour un peu me remémorer aussi, parce que c'était une soirée Memory Lane de mon collègue DJ Vince Lee, et qui passe plutôt des classiques et tout. Donc ça me permettait de repasser aussi en revue, tu vois. Mais définitivement, je vais rester sur ma take de base, qui est un peu une hot take, c'est-à-dire qu'on parle de club et de hip-hop, mais j'avoue que mon moment préféré dans les soirées hip-hop, c'est le moment où ça part en afro ou en dancehall. C'est ça. Moi, j'allais partir sur un artiste dancehall, donc Voilà. je me suis heureusement que tu dis ça, tu vois. Et pour être tout à fait... Mais ça fait tout à fait partie du truc, en Non, fait. non, parce que de toute dans le façon, c'est le hip-hop, même univers, bien voilà, sûr. c'est totalement le Mais même je veux dire, univers. tu vois, si tu dis soirée hip-hop et que tu réponds Murder, She Wrote, ce que j'allais dire. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est une autre question, mais Murder, She Wrote, sur ce fameux rhythm super connu, là, le... Pour moi, là, j'entends ces premières notes, c'est bon, je déhanche. Mais le problème de Murder, She Wrote, faut le savoir. Tu peux refaire, là, parce que j'ai pas bien saisi, là, la musique, en fait. Tu peux... Parce que là... C'est tellement pas cool de remettre On va juste entendre. sous les spotlights comme Vous ça. voulez que je refasse du beatbox? Moi, c'est je suis ça pas sûr. Parce qu'ils m'ont mais- fait tellement de fois, et ils m'ont fait tellement de fois le coup, en fait. Ils sont tellement... N'obligez bloqués, pas à moi, faire la chaque top line du gars. fois. Ah, fait- Bagada, bagada, bada, sexy. voilà. Non, la vérité, c'est que c'est un morceau qui parle d'avortement et d'une façon hyper négative. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Merde. Donc ça m'ennuie du point de vue éthique. Mais en tout cas, voilà, ce rhythm-là, C'est un guilty pleasure. et qui est... ouais, mais surtout, attendez, parce que par contre, là-dessus, j'avoue, j'ai pas fait mes devoirs. Le rhythm de Murder, She Wrote, c'est le Bam Bam Rhythm, voilà. Le Bam Bam Rhythm, pour moi, tu l'envoies, il y a même un gars qui toast de manière éclatée dessus, je vais quand même valider. Ok. Ouais, les morceaux problématiques, enfin, aux thématiques problématiques, on va en parler aussi plus Tout à tard. fait.
Dis-nous toi, Et moi, j'ai Zayn, pas pensé à ça, hein, mais parce que, ouais. franchement, j'allais partir sur pas n'importe quel son de Vybz Kartel parce que c'est chaud, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment grandi en écoutant Vybz Kartel. Et une fois, je me suis dit, vas-y, je me tape toute sa discographie. Et en fait, il a sorti beaucoup de merde. Ah ouais, Vraiment, ouais, il a quand même. sorti. En fait, il sortait des sons à foison et genre. Dans la masse, il y en a qui sont incroyables, mais c'est vrai que du coup, il y en a plein où je me suis dit, ah, mais mec, c'est lui aussi qui a fait ça. Mais du coup, là, j'ai pas un titre en tête. Est-ce que le. mais- Ouais. Ça, c'est trop bon, non? Mais aussi, même les sons un peu plus en mode où tu whines, tu vois. Ouais. Parce que des fois, dans le club, ou en tout cas actuellement, j'ai l'impression que les gens, ils veulent balancer tout le temps du lourd, du lourd. Et j'aime trop ce truc de danser à deux sur des sons dancehall un peu plus calmes. Ouais, genre, il y a Virginity qu'il a fait Ah aussi. ouais. Genre, ce son, il est incroyable. Et, C'est des gueudins, les remixes un peu c'est dans une ce dinguerie. truc-là. Du coup, ouais, moi, ce genre de son, quand ça passe en club, moi, je suis trop content. Franchement, ouais. Ah, vous voyez, les Caraïbes. Ah, Redman, Ouais, les ça y est. artistes de quoi? Ça y est, ça y est, ça y est. Et qui est toi? Moi, je vais rester sur In The Club, en fait, parce que c'est vraiment... 50. déjà, le nom... En fait, j'ai quand même le sentiment qu'avant ce son, en fait, on parlait pas tant que ça du club, en fait. En tout cas, c'était pas forcément une thématique centrale comme ça. Ça a été tellement un focus. Je me souviens pas d'avoir entendu quelque chose avant mettre vraiment le focus sur tout un son, en fait, sur le club, en fait. Ah ouais? Ouais. Je pense que oui. Alors après, moi, je En tout cas, connais que pas ça tout, mais ça t'a marqué, quoi. de ce qui me vient en tête, en fait, j'y ai vraiment réfléchi. Et je me souviens pas qu'on a pu faire autant de focus. Enfin, vraiment, genre, c'est Même le narratif dans le Et en morceau, fait, il finalement, c'est le club, c'est le personnage principal du morceau. Ouais, ouais. Même si, en fait, bah voilà, on sent qu'il. Enfin, le truc, c'est qu'il s'adresse à une femme qui fête son anniversaire, etc. Et il parle un peu de tout ce qui se passe dans le club. Mais franchement, je trouve que c'est tellement un marqueur, en fait. Pas seulement en termes de contenu, mais aussi à quelle époque il arrive. À un moment, vraiment, les sons club commencent à vraiment exploser. Le hip-hop, il commence à exploser, à devenir mondialisé comme ça, très mainstream. Donc, du coup, à mon sens, voilà, c'est celui que j'ai gardé, en fait. Mais j'avais plein d'autres. Hein. J'en avais, enfin, tous les Drake. Donc pour les Français, en fait, j'avais pensé à Bulbi. Ah, ça, c'est intéressant. Parenthèse, bon, on va peut-être pas s'étendre trop là-dessus maintenant, mais là où tu as raison, par exemple, il y a la légende veut que, et si tu regardes dans l'historique du rap français, Bulbi est potentiellement le premier morceau club rap français vraiment hyper assumé. Que, je crois que c'est Cut Killer qui disait ça, notamment DJ Cut Killer, que avant ça, il mettait des morceaux de rap français. Parce que mais les gens, c'était plus par amour du truc et tout. Tu vois, t'avais des 113, des trucs jackpot et tout, incroyable. Mais Bulbi, c'est le côté Quinry club et qui fait rentrer le rap français dans le club. Et alors qu'avant ça, c'était vraiment, même à Paris et tout, les gars, apparemment, ils jouaient pas tant de rap français que ça en soirée, quoi. Ouais. Anyways. Alors pour cet épisode, comme j'avais dit, on a considéré que le club occupe une place importante dans le monde du rap parce que c'est l'espace genré par excellence. Hein. Et comme le rap est un miroir grossissant de la société, donc des problématiques de genre, on pense ici que le club est un miroir encore plus grossissant. Et donc c'est intéressant d'observer ce qui se joue dans ces espaces en termes de rapports sociaux et puis précisément en termes de masculinité. Donc cet épisode, on va le faire comme une visite guidée imaginaire du club, où chaque étape sera analysée sur le prisme du genre. On essaiera aussi de faire le focus sur les différences et ou les similitudes entre le club mainstream et le club alternatif. Yeah. Donc, première étape, la promotion. Donc là, je passe le mic à José qui va pour nous en parler. Oui, donc vu qu'on a imaginé ce truc en mode visite guidée, où on suit un peu les différentes étapes dans l'espace, ben, la chose déjà qui te fait venir, qui t'attire dans cet espace, c'est la communication et la promotion autour des soirées. Et là, je vais faire le mec avec mon argument d'autorité, t'as vu, mais dans mon mémoire de master, j'avais étudié un corpus d'images, justement. Alors, à l'époque, ça se faisait encore beaucoup. Bon, à l'époque, attention, je suis pas si vieux. Mais mon mémoire... Voilà, mon master, je l'ai rendu en 2015, ça passe vite quand même, ça fait 10 ans. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont déjà bien développés, etc. en 2015, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, à cette époque, il y avait encore, en tout cas, c'est la fin même de l'époque où il y a presque encore des affiches, des flyers, des trucs comme ça, même physiques.
Et puis, beaucoup, tu vois, événements Facebook, des trucs comme ça. Et ce que j'avais relevé, bon là, j'ai pas ressorti des chiffres exacts, etc., mais un truc qui était encore très marquant à cette époque-là, c'était que l'image de la femme servait d'appât sur ces flyers-là, beaucoup, c'est-à-dire soit plusieurs femmes relativement plus ou moins dénudées, soit une femme sur le flyer qui va représenter un peu genre le goal, tu vois, pour concrètement la réflexion qu'il y a derrière, c'est pour les mecs qui ont envie de pécho, tu vas venir dans cette soirée et il y aura potentiellement ce type de femme-là, qui est super avenante et qui va être disponible. Et c'est un truc donc vraiment, j'avais étudié plusieurs clubs comme ça, alors tous mainstream quand même, il faut le reconnaître. Peut-être rapidement, la petite différence qu'on fait entre un club mainstream et un club alternatif. Déjà, au niveau des financements, beaucoup les clubs alternatifs vivent avec des subventions, etc. Donc, ils ont des impératifs commerciaux moins gros. Et il y a justement tout un jeu qui est moins, spectacularisé dans le côté table, VIP, videur, il faut venir bien habillé, etc. Il y a moins de contraintes, en tout cas, pour entrer dans ces clubs alternatifs. Et donc, il faut reconnaître que, justement, pour ces clubs alternatifs, l'imagerie est un peu moins stéréotypée, mais quand même, je suis pas là pour citer des noms, tu vois, en tout cas pas tout de suite. Mais ça, c'était hyper marquant, le fait que tu as des flyers, des affiches, où tu as la représentation, même tu vois, tu as des noms de DJ, les DJ, ils sont que masculins, mais c'est des images de femmes qui vont être là. Ou alors, parfois, et là, du coup, j'arrive sur le deuxième scénario, effectivement, des fois, tu as des mecs qui sont sur les flyers, mais alors du coup là c'est justement des mecs qui sont avec une attitude hyper tu vois, hyper sur deux, etc. C'est vraiment l'imagerie hip-hop bling bling entre guillemets. En général c'est des célébrités quand c'est des hommes qui non, t'as les deux, tu peux avoir des célébrités ou t'as les DJ eux-mêmes, tu vois, les DJ mais eux-mêmes, qui se mettent en scène en mode moi j'aimerais bien avoir un flyer les chaînes, les lunettes, je vois très bien. Et vraiment là je suis allé recheck le corpus et purée les gars, il y a des choses qui vieillissent tellement mal. Moi j'aimerais bien voir les premiers flyers des soirées de Kay. Non, attends. Qu'est-ce que tu là-bas? Non, j'ai une petite anecdote là-dessus. En fait, c'est que je devais bosser avec un mec qui me proposait un truc assez chelou. Ça devait être en Espagne pour une grosse boîte au bord de la mer, je sais plus quoi. Enfin, un truc, bon voilà. Et puis il m'a demandé de faire des photos, de lui envoyer des photos avec un fond blanc, tu vois, ou un fond, enfin voilà. Et puis, je lui envoie les photos, tu vois. Moi, j'ai un peu une attitude. Je me dis, essayons de rester un peu, genre, voilà, disons... Je suis présent, quoi. Je suis présent, juste présent, tu vois. Okay. Et puis, le mec, il me rappelle et il me fait, non, mais mec, ça va pas du tout. Là, c'est trop timide. C'est pas assez affirmé. Il faut que tu fasses des trucs. Du coup, je me suis dit, j'ai grossi le trait. Alors, j'ai comme ça fait... comme ça, tu vois, genre, machin et tout. Puis, il me fait, non, en fait, gars, il faut que tu flexes. Moi, je pensais juste que le fait d'être présent, enfin de montrer que tu as une présence et puis que tu as un peu confiance en soi, ça suffisait, mais bon, apparemment non. Et alors, pour compléter, c'est que évidemment là, je vous parle de l'époque où j'ai fait ce mémoire de master, donc pour le coup, j'avais récolté plein de flyers, notamment sur les réseaux, enfin en tout cas à l'époque encore Facebook, les débuts d'Instagram et tout ça, et puis j'avais vraiment fait un truc avec une méthodologie, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans, mais j'observe en tant que jeune, plus ou moins jeune, qui traîne sur les réseaux sociaux. Et je vois que maintenant, il y a beaucoup de nouvelles techniques de communication, notamment par les vidéos. Des vidéos soit animées, soit avec un peu de fiction. Parlons-en. Non, le truc, c'est que moi, je trouve hyper cool que des gens trouvent des nouvelles manières de communiquer avec justement un peu d'humour, des trucs comme ça. Il y en a qui le font très bien. Et il y en a d'autres qui le font de façon vraiment... allez, je vais être gentil. Franchement, si tu as consacré du temps, de l'énergie et de l'argent pour ça, mets-nous un vieux flyer, ça à l'ancienne, parce que les trucs où t'as genre deux gens qui se croisent dans la rue. Salut, ça va? Ouais, et toi? Et tu fais quoi ce soir? Je sais pas. Ah, tu sais quoi? Il y a une soirée. Mais non, comment ça s'appelle? Ça s'appelle comme ça? Wow, incroyable, j'y vais. Faut pas faire ça. Ouais. Et là. Non, mais moi, je veux dire non. Là, je dis non. Tu veux te faire cancel. Non, mais tu sais quoi? Moi, je suis pas là pour casser le business des gens. Et en soi, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui est plus relou, et si on retrouve encore ces dimensions de genre, très souvent, ces vidéos-là utilisent des femmes, en fait. Et des femmes qui veulent correspondre à certains standards de beauté liés justement à ce qu'on considère comme étant plus ou moins beau dans le monde hip-hop, tu vois. Donc, ça reste encore un argument pour attirer la clientèle, notamment masculine,
de si sur ma promo il y a des femmes considérées comme jolies, je vais attirer des hommes qui vont être motivés à venir et consommer pour flex et que ça rentabilise la soirée, quoi. Donc cette problématique de genre n'a pas disparu. Les formats ont changé, c'est plus vraiment des flyers, etc. C'est beaucoup de la vidéo, mais on mise quand même beaucoup sur des femmes. Et je termine juste cette partie-là, mais il y a toujours le concept des Ladies Night, qui est jusqu'à aujourd'hui beaucoup utilisé. Et j'en parle là du point de vue communication, parce que c'est un argument marketing qui est utilisé sur les flyers, les affiches et ce type de vidéos pour dire regardez, c'est gratuit pour les filles, etc. Alors parenthèse, mais c'est un argument qui est des fois retourné par les masculinistes pour dire regardez, les femmes ont plein de privilèges, etc. Et en plus, elles payent pas. Et elles payent pas, donc Franchement, ils sont regardez-nous comment fatigants, ça a l'air et Ils tout. sont tellement fatigants. Mais évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait un mémoire de master ou un master en géographie de genre, tu vois, pour capter que c'est pas les femmes qu'on cherche à servir là quand on fait une Ladies Night. Encore une fois, on est dans un contexte de société dans laquelle le pouvoir financier est quand même plutôt dans les mains des hommes, et on veut motiver ces hommes à venir en soirée, et en argumentant via le Ladies Night, on va laisser entendre qu'il y aura plein de femmes disponibles, désinhibées, puisque des fois le concept du Ladies Night offre aussi des boissons à ces femmes. Donc en gros, le message c'est viens en soirée, il y aura plein de femmes disponibles et consomme et prends des bouteilles, etc. etc. Donc le concept des Ladies Night, il est hyper genré. Moi, je le trouve quand même assez problématique. Après, s'il était argumenté en mode, regardez, on sait que le pouvoir d'achat, jusqu'à aujourd'hui, les salaires, l'égalité salariale n'est pas atteinte, donc, tu vois, mais que tu le mobilises comme ça, comme un argument, et tu dis, en fait, du côté festif, du coup, on accepte que les femmes payent moins ou pas. Mais évidemment que ça n'est jamais invoqué comme ça, l'argument. Ça devrait être ça, la vidéo promotionnelle. Mais genre dire ça, en fait, étant donné que... avec des grosses statistiques, ouais, tu vois. Ça. Encore beaucoup d'écart salarial. Donc, vous trouvez ça normal? Mais nous, non. Ça m'attirerait peut-être. en mode, ok, ouais. Mais à part ça, j'avoue, en vrai, si tu faisais un truc fictionnel, drôle, et que tu joues là-dessus, tu vois, au moins tu hackes la machine un peu, tu vois. On reviendra sur cette thématique de la consommation un peu plus tard, parce que je pense que c'est pas mal d'avoir déjà un peu évoqué la problématique. Yeah. Zion, tu voudrais nous témoigner une anecdote ou nous donner tes impressions sur cette thématique-là, les Ladies Night par exemple, ou bien l'argument promotionnel? Étant donné que quand j'ai commencé à sortir, en tout cas, en club, j'avais 18 ans et c'était à Lausanne. C'était quasiment que le MAD et Xoxo, je sais plus comment ça s'appelait avant. Mais, le Xoxo, c'est la boîte qui avait repris l'atelier volant. Voilà. Mais c'était pas au même endroit, non? Si. Il me semble que c'était pas décalé. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est vraiment la même zone, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, du coup, j'allais là parce que je venais d'Yverdon. J'étais en mode, j'ai pas trop d'autres idées de club. Et je me disais, mais quand je voyais ces affiches, j'essaye de me rappeler, là, quand on parle, qu'est-ce que je me disais? Est-ce que moi, ça m'attirait en me disant, la meuf là, elle est bonne. Donc si j'y vais, je suis bonne. Je sais pas comment dire. Ah ouais? Non, mais je sais pas ce que je me disais en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où, oui, c'était gratuit jusqu'à 23h ou je sais plus quoi. Puis on allait, mais en soi, je pense qu'à cette époque, j'avais pas une consommation du club qui était réfléchie dans le sens où j'allais au club où on me dit d'aller. Puis je me disais pas c'est quelle soirée. J'étais pas forcément. Ces flyers, ils allaient pas plus m'attirer qu'autre chose. C'était un peu. Ouais, par défaut qu'on allait à quelque endroit. Mais moi, je mixe plutôt dans des soirées dites alternatives. Et donc, à ce niveau-là, j'ai pas eu vraiment de flyer où il y avait vraiment ma photo mise en avant comme ça. Ils font une story avec des photos, mais aussi les photos, elles sont grave plus alternatives aussi. Donc, j'ai jamais eu vraiment ce problème de poser le menton levé pour un flyer, quoi. Donc ça me parle un petit peu plus quand même, un truc comme ça. Mais effectivement, je trouve qu'il y a aussi grave des esthétiques soi-disant alternatives qui sont aussi des esthétiques. Et en fait, pour moi, le alternatif ou mainstream, des fois, c'est un peu une séparation que je trouve... c'est arbitraire, bien sûr. Ouais, arbitraire, du coup. C'est pour ça que je pensais à ça, mais en soi, une fois, on m'a mis dans un flyer pour une soirée dite mainstream, puis c'était super kitsch, mais en même temps, je kiffais bien, parce que vu que je viens du dancehall, où tu vois, les pochettes d'albums, c'est un peu la même esthétique. Il y a un truc que je trouve stylé, en fait, dans assumer un peu ces trucs bling-bling et tout. Ouais. Juste, peut-être pour resituer,
Parce que là, tu as dit donc, et on en parle de façon très transparente. Ah oui, ouais. Ouais. Et donc, quand tu as dit que tu avais 18 ans et que tu regardes ces flyers et que tu vois des femmes et du coup, Ouais. je suis bonne, J'avoue. tu peux juste. En fait, du coup, je suis un mec trans. J'ai commencé ma transition à 26, 27 ans. Du coup, il y a pas longtemps. Donc, j'ai quand même vécu presque toute ma vie en tant que meuf. Et meuf hétéro aussi pendant longtemps. Donc, toutes ces dynamiques du club, du genre, de la drague et tout ça, je l'ai vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Du coup, j'ai vécu Ok. la vie d'une meuf hétéro, la vie d'une meuf lesbienne. Et là, la vie d'un mec trans. Et donc, c'est assez intéressant. Genre, j'ai l'impression vraiment que c'est plein de réincarnations et de points d'observation en fait, de la société. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, tu vas pouvoir nous. Enfin, là, c'est déjà un premier point que tu nous partages, où on va pouvoir aussi avoir ton point de vue selon aussi les époques. Parce que on s'est appelé, on va pas tout spoiler maintenant, mais juste pour préparer un peu l'épisode. Et tu disais justement que depuis ta transition, il y a même dans la manière dont tu es perçu dans le club, ça change. Ouais. Il y a un truc assez euphorique quand t'es trans, quand tu te dis ah là, on me perçoit enfin comme j'ai envie d'être perçu, donc comme un homme. Mais c'est des fois des dynamiques dont j'avais pas l'habitude. Enfin, juste même le fait de croiser des gars et d'avoir un peu ce truc de. Ouais, je racontais en mode qui va s'écarter. Ouais. En fait, j'étais là, mais c'est quoi ça? Ouais. Et Vraiment il y les a trucs de cow-boy, quoi. Ouais, il y a grave ça. Enfin. Et tu sais, vraiment des regards en mode aller au bar, enfin, ils vont pas te laisser passer, mais tu sens qu'il y a une tension qui peut mener à la bagarre, genre super vite. Et ça, j'avoue que c'est un truc que je vis actuellement et je me dis, mais en fait, je le prends en mode c'est drôle, mais c'est hyper intéressant parce qu'en tant que meuf, on te laisse le passage, on t'offre les verres, on va te parler, enfin. Et en fait, il y a ce truc aussi d'être. En tant que meuf, t'es beaucoup touchée dans le club. Enfin, c'est beaucoup touché en fait. Enfin, de façon non désirée, là, on parle de façon non désirée. Ouais. Et même, tu banalises même toi-même parce que t'en as tellement l'habitude que tu banalises, mais tu vois, un bras dans le dos. Enfin, dès que c'est en mode passé, c'est vraiment la main en bas du dos et tout. Ouais. Et je me disais, la vie en tant que gars, c'est qu'on te touche plus. Mais presque d'une façon un peu en mode mis de côté aussi, un peu. Où c'est un peu en mode, on va se croiser, on va pas se toucher, mais qui va s'écarter, etc. Puis en fait, c'est ce truc, il est hyper intense, je trouve, cette différence. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant à la lecture de cet épisode-là. On reviendra Encore une fois. des petits détails comme ça. Ouais, tout à fait. On reprendra certains poins en détail. Ouais, pardon. Ouais, notamment justement dans les comportements genrés, en fait, les différences entre les comportements qu'on peut avoir avec les femmes et ceux qui sont désignés comme tels, des comportements masculins. Ça, on va pas mal revenir là-dessus. Pour l'instant, on continue notre petite visite guidée. On arrive. Donc, mettons que le flyer, ça a marché et qu'on soit attiré. Voilà. On est allé à la Mettons la soirée. soirée. Parce qu'il peut s'avérer qu'il n'y ait personne devant. Donc voilà. Donc on arrive à l'entrée. Et Wetou, tu vas pouvoir nous décrire. Yes, effectivement, comme tu m'as présenté, moi j'ai été à un moment donné videur. Boîte de nuit. C'est pas une étape de ma vie dont je suis très fier, mais elle est quand même très drôle. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Mais ouais, donc à l'entrée, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe de videurs et je me suis posé la question, qui est le videur? En général, on voit tout de suite que c'est des emplois qui sont hyper ethnicisés. C'est quoi? C'est le grand Renoir qui a pas l'air hyper commode. Pas du tout toi, du coup. qui incarne l'autorité. Tu flexes un peu quand non, mais t'es pas content d'être là. Donc, forcément, ça se voit quand même pas besoin. Ça, alors, c'est pour ça. En tout cas, moi, j'étais là. Bon, c'était pour financer mes études, tu vois. Donc, voilà, qui incarne un peu l'autorité, le danger. Donc, le regard dur, non, on pouvait pas rentrer. J'arrive plus à le faire. Maintenant, je me suis adouci avec le temps. Tu sais. Moi, j'ai eu la boule au ventre. Alors que le mec, en fait, il est juste bored. Tu vois, il est juste dégoûté d'être là. Il a juste la flemme d'être là. On m'ennuie en colère. Non, donc tu vois, il y a ce cliché-là déjà où à l'entrée, c'est un grand Renoir ou plusieurs autres Renoirs. Et il y a les enjeux qui sont derrière le job de videur. Donc, il y a déjà de pouvoir cibler les potentiels clients qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc, comme tu l'as dit, Géos, dans ces soirées-là, on essaye d'attirer souvent les hommes pour qu'ils puissent consommer et pouvoir asseoir leur masculinité, si tu veux, sous le prisme du pouvoir d'achat. Donc, tu essaies de cibler à travers un peu ton flair qui, dans cette foule, pourrait être
un bon client. Parce qu'une boîte de nuit, c'est une entreprise qui ne doit pas connaître la crise. Donc, du coup, elle doit aussi beaucoup fonctionner à travers le flux de son bar. Et il y a aussi comment tu conditionnes l'entrée des gars. C'est-à-dire que, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gars qui arrivent en groupe seuls, 5-6 gars qui arrivent tout seuls, comme moi, ça m'est arrivé souvent avec mes potes en tant que client, d'arriver en groupe de 5-6, on conditionnait notre entrée au fait qu'on prenne une table. Les gars, vous pouvez rentrer seulement si vous prenez une table avec 1, 2, 3 bouteilles. Donc, c'est ça la condition, les gars. Déjà que vous venez tout seul, alors... Si vous rentrez, il faut que vous fassiez rentrer du bif. C'est quelque chose que tu faisais aussi en tant que videur, là tu parlais plutôt en tant que client, non? J'ai fait les deux, donc j'ai pu voir, moi, exercer ça en tant que videur, et j'ai pu, entre guillemets, le subir en tant que client, tu vois. Juste parenthèse, mais tu en parles à l'imparfait, donc au passé, c'est je suis plus videur. Non, mais je veux dire par là, c'est encore le cas dans plein de boîtes. Hein. Ouais, clairement. Il y a des boîtes où t'arrives, même là, t'as parlé 5-6, partir de 3 gars, des fois même 2, des fois même 1. Juste t'es là. J'ai une taille, mon frère. Et tu vois, genre, moi ça arrive encore souvent. C'est vraiment à toi avec ta gueule, 2 tailles. Précisons que c'est pas forcément le cas dans les soirées alternatives. Hein, clairement pas. Ça, non, c'est une grosse différence. Il n'y avait pas de table dans les clubs. Là, je parlais plus des clubs un peu plus mainstream. Et il y a aussi l'idée de standardiser les codes vestimentaires. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans les clubs mainstream lors des soirées hip-hop, c'est que tu pouvais pas venir habillé, entre guillemets, en tant que homeboy. C'est-à-dire que tu devais un peu travestir ton style vestimentaire, venir un peu en costume. Je me rappelle, moi, des soirées que j'ai fait avec mes frères, on est allé en costume Mao. C'était une soirée hip-hop, les gars. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû laisser mon Pele, mon Maurice Malone, mes Timberland, tu vois, pour mettre un costume Mao alors que c'est une soirée hip-hop. Donc, il y a ce truc où tu viens pour célébrer une culture qui est la tienne, mais tu peux pas la célébrer à travers ta tenue vestimentaire. Tu dois, tu vois, changer de style. Donc, il y avait un peu une notion, on appelle déguisement, j'avais l'impression, tu vois. Je me déguise pour aller dans une soirée hip-hop, donc qui est une culture qui est la mienne, que je m'approprie, qui me fait, tu vois, qui me porte, mais je peux pas la célébrer vestimentairement parlant. Donc, il y a encore ce truc où, et là, encore une fois, on parle des clubs mainstream. Hein. Pour les clubs alternatifs, c'est assez ouvert. Tu peux, je crois que même toi, tu es rentré une fois en tongs, tu disais, non? Ou en Bermuda. Ah ouais, tu rentres comme tu veux. Ah ouais, attends, là, je te mets. J'ai suffisamment de respect pour les gens pour ne pas aller en tongs en soirée. Quand même. Non, mais en Bermuda, on n'a pas besoin de voir tes pieds en soirée. Très joli, cela dit. En soirée. Mais oui, non, alors, oui, non, mais des shorts, des trucs comme ça. Juste, j'allais dire, en plus, tu parles de la différence entre mainstream et alternatif, et tu as tout à fait raison, dans une ville comme Genève, à la base, nous, là, en tout cas, les trois, on est de Genève, et toi, Yverdon, mais tu as beaucoup été sur Lausanne, voilà. Lausanne, même sur le côté mainstream, était différent. Ouais, si tu Donc, veux, par exemple, le côté habillement, etc. Un peu plus souple. Plus chill, quand même. Ouais. C'est vraiment Genève qui s'est pris la tête en mode nous, ici, c'est le VIP, l'élite, le truc et tout. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à Lausanne, il y a vraiment beaucoup de clubs qui sont à mi-chemin entre les deux ambiances, entre mainstream et alternatif. C'est-à-dire que on va quand même avoir une ambiance mainstream, par exemple, au D, mais disons... la politique d'entrée. La politique d'entrée, elle est beaucoup plus chill, elle est beaucoup plus... Voilà, il y a moins de politique de comportement standardisé. Tout le temps à Lausanne. Mais à l'époque, j'ai l'impression que tout le monde disait, mes potes de Genève, mais nous, Lausanne, c'était la ville où on sortait. Mais j'ai l'impression qu'ils ont grave... dans tout ce qui est l'amusement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des politiques un peu d'extraction, comme tu disais, genre en fait de prendre ce qui les arrange d'une culture et du hip-hop, mais laisser un peu d'autres choses derrière. Et puis c'est finalement les personnes qui portent le hip-hop. Enfin, en gros, ils veulent quoi? Des gens qui ont la thune, alors qu'ils vont passer des sons qui parlent du hood. Enfin, c'est une dinguerie. Donc il y avait sur l'aspect vestimentaire, il y avait aussi cette exigence que les filles soient le plus déshabillées possible. Et inversement, les hommes les plus habillés possible. Moi, je me souviens qu'en tant que videur, on devait recadrer les gars qui se mettaient en Marcel sur le dance floor, par exemple. Ce qui est bien aussi, d'une manière. Ouais, ce qui est bien. Parce que moi, je vois trop de gars torse nu tout le coup. Des fois, je suis là. Calme-toi, frérot. Le gars, il a fait une séance de fuite avant. Il a envie de montrer. Allons-y. Mais par exemple, justement, pour revenir à cette différence entre les soirées alternatives et les soirées mainstream, j'ai vu des milliards de soirées alternatives. Même
sur les thématiques de, on va dire, musique urbaine, etc., pas mal de gens torse nu quand même. Hein. Ouais. Pas mal. Dans la technique Et aussi. je veux pas créer trop de polémiques, mais c'est très rare quand même que ce soit des personnes racisées, en fait. C'est souvent des hommes blancs que je vois faire ça. Il y a un rapport alors à la après, il y a pudeur, peut-être... culturellement, qui est déjà, il y a un plus- rapport à la pudeur, mais il y a aussi le truc de posséder l'espace, en fait. Ouais. Et il y a une forme de privilège, moi je trouve, hein, en tout cas, dans un comportement comme ça, en fait... Genre, je suis à la maison, là, Ouais, je fais ce que je veux. Mais en fait, il y a une façon de confondre la liberté qu'on s'octroie, en fait, et le privilège. Ouais. Et ça, j'ai vu que c'est assez prégnant quand on voit... Voilà, ça, c'est pour le côté offensif. Mais juste, enfin, quand je disais, des fois, c'est bien, effectivement. Donc, si tu commences à se mettre en Marcel, c'est affreux. Mais si t'es déjà, entre guillemets, dans un débardeur un peu ample et que t'es dans des périodes, par exemple, de canicule, tu vois. Moi, je pense même de façon plus explicite, parce qu'encore le Marcel, etc., il y a un côté vraiment en mode, j'ai pas fait d'effort pour m'habiller. Parce que je peux entendre de la part de certains clubs de dire, bah, quand même, quand tu viens chez nous, tu fais un petit effort et tout. Mais pour moi, par exemple, il y a la problématique du short. Je sais pas si t'allais en parler de toute façon. Non, je te passe. Voilà, tout à l'heure, tu parlais du Bermuda ou de short ou de trucs comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des périodes de canicule extrême, tu vois, où t'es au bord du lac, il fait chaud de ouf, t'as envie d'enchaîner, tu vas en soirée, et t'arrives dans un club hip-hop et on te dit pas de short, tu vois. Et donc, moi, je vais retourner chez moi maintenant, me mettre un jeans où je vais transpirer ma race pour te faire plaisir, alors qu'en vrai, je serais tout aussi stylé ou pas stylé selon tes standards, mais dans le sens où c'est pas ça qui fait que t'es un gars à l'arrache, ou que t'es un mec non valable. Et là où je te rejoins par rapport au truc d'être dénudé ou pas, bah chez les femmes, on va alors le plus dénudé possible. On n'attend pas non plus qu'elles arrivent en string ou comme ça, mais effectivement, mini-jupe, short ou comme ça. Et moi, j'ai déjà entendu des mecs organiser des soirées dire à moi, une meuf qui vient en ballerine, c'est non, tu vois. Ouais, talons. Puis t'es là, mec, mais c'est relou d'être. Enfin, moi, j'ai jamais porté de talons, mais c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc comme. Moi, je portais que des talons en plus. C'est ça ma vie. Et en fait, t'as l'impression que c'est vraiment un truc qui a été inventé pour qu'on puisse pas fuir. Enfin, qu'on puisse pas être libre de nos mouvements, tu sais. Genre. De ouf. Je sais pas. Enfin, franchement, je me rappelle qu'ils voulaient qu'on rentre en talons, en tout cas, dans les clubs quand j'avais 18 ans. Et tu vois, talons, donc mini-jupe, tout ce que tu veux. Et puis, du coup, un gars qui vient en short parce que t'as chaud et tu peux être très stylé en short, encore une fois. Tu peux avoir un complet soie, velours, tu vois. Non, c'est pas possible. Et moi, je suis là, genre, mais gros, excuse-moi, c'est une soirée hip-hop, j'ai chaud, en fait. Tu vas faire quoi? Non, j'ai pas dit ça. Je vais pas te laisser rentrer. Ok. Je vais mettre mon grand pantalon. Désolé. Non, mais toi, il y avait moi, ce qui me dérangeait en tant que client, c'était que on investissait beaucoup d'argent dans nos tenues hip-hop. J'ai cité quelques marques tout à l'heure. Et on devait laisser tout cet investissement de côté pour investir dans des habits qui nous coûtaient moins cher et qu'on n'aimait pas pour pouvoir rentrer dans une soirée. Ouais, c'est clair. En plus de ça, il y a le côté un peu où on essaye, à l'entrée en tant que videur, tu veux standardiser les comportements. Et donc, il y avait un peu on assignait à certains groupes des attitudes, des stéréotypes. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait ce truc du « tu fais pas rentrer les Kaira ». Les Kaira, c'est quoi? C'est typiquement le mec qui porte une casquette Lacoste. C'est encore ce cliché de... T'es venu un peu de... Il y a une part de racisme là-dedans. Totalement. Totalement. Donc, il y avait ce truc où on assignait à des groupes des attitudes et donc, ça empêchait de les accepter en boîte de nuit. Ça, c'est la problématique éternelle des discriminations dans les lieux de loisirs. Je pense qu'on a déjà beaucoup abordé. En tout cas, il y a pas mal de documentation sur les politiques de testing, toute la lutte qui est faite contre la discrimination en fait dans les lieux de loisirs. Et je vous encourage à vous documenter là-dessus parce que c'est important en fait. Il faut vraiment qu'on puisse lutter efficacement contre ce problème parce qu'en fait ce que ça entraîne en fait aussi chez les gens. Et d'ailleurs tu m'avais parlé d'une anecdote qui était assez significative, mais ce que ça entraîne chez les gens, c'est un stress supplémentaire d'aller en soirée, alors qu'en plus, à la base, t'es censé... C'est une non, mais c'est un dinguerie. loisir, quoi. T'es censé t'amuser et tout. Et en fait, tout à coup, c'est comme si t'allais à un entretien d'embauche, quoi. Enfin, tu vois, mais exactement, absolument ça. Mais j'allais Tu dire, vois, en plus, à l'école, il y a moins de règles vestimentaires qu'à l'entrée d'un club, quoi. C'est un truc de fou. Tu vois? Ouais. Donc effectivement, pour compléter ce que tu es en train de dire, que tu précises juste parce que c'est vrai que là, tu l'as peut-être pas explicité quand on parle de testing et tout, il y a la question raciale.
Ouais, il y a la je sais pas si ce mot clé est vu que ressorti. j'avais juste. Enfin bon. Non, mais tranquille, mais pour te dire, parce que je suis pas sûr que tu l'aies dit, et juste pour que les gens comprennent bien, quand on parle de testing, Ouais, parce que c'est en lien notamment avec ces questions-là. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a le fait déjà qu'en club, effectivement, en fait, on veut un certain type d'homme qui rentre, qui peut performer financièrement, etc. On va y revenir notamment quand on parle de l'espace des tables. Mais par exemple, dans des villes comme Genève, en tout cas, nous, on a vécu un racisme presque décomplexé. C'est-à-dire que vraiment, on connaissait parfois des videurs qui nous disaient, les gars... Même si des potes à toi. Et des gars qui te connaissent et tout. Et moi, bah, tu vois, bon, je suis ultra light skin, tu vois, mais toute ma bande de potes sont noirs, plutôt dark skin. En tout cas, on est pratiquement tous afrodescendants. Et en fait, on sortait tout le temps, etc. On devait opter pour des stratégies. T'arrives devant des clubs, ouais, on se met par deux, les gars, ouais, on appelle des potes meufs, des trucs comme ça. Des fois, t'arrives devant le club, vous êtes 2 gars, 2 meufs. Les gars, ils sont là. Bonsoir, les filles, c'est bon. Ces messieurs, bonne soirée. Ouais, toi, t'es là en crew, frère. C'est une dinguerie. Des fois, t'es avec ta meuf, même, tu vois. Genre, qu'est-ce que le gars, mais même en termes de disrespect, tu vois, le gars, il se dit quoi, en fait, il veut faire quoi, tu vois. Tu t'es là, genre, mec. un truc, en vrai, tu quémandes. Et toi, t'es là, ouais, t'es en mode, s'il te plaît, non, mais en fait. Et du coup, moi, je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, mais même dans des clubs alternatifs, quand j'arrive dans le club, j'ai une espèce de. Alors, tranquille, hein, je vis pas mal non plus, mais dans le sens où, entre guillemets, PTSD, d'arriver et d'avoir ce petit truc de. Ouais, je vais rentrer ou pas, tu vois. Petite boule au ventre et tout. C'est Et clair. pour te raconter, donc, effectivement, pour vous raconter l'anecdote dont tu parles, moi, donc, on a vécu toute notre vie comme ça. C'est-à-dire arriver devant les clubs, être en attente, être en mode entretien d'embauche, se plier au cadre, tu vois, s'habiller, être prêt à prendre des tailles, des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, on prend encore des fois ça. Je cache pas que j'ai 36 ans, j'aime bien pouvoir m'asseoir en club aussi. Getting old, José, Voilà. getting old. Mais pour te dire, tu vois, en fait, ce truc de boule au ventre, etc., j'ai pris du temps à tilter. Et une fois, à l'époque, je fréquentais une femme qui travaillait dans le milieu expat. Et du coup, je fais une soirée avec elle et sa bande de potes et tout. Donc, tous des expats qui parlent anglais, etc. On boit des verres à la rue de la Soif, aux Eaux Vives, tu vois, qui est un endroit justement avec plus, tu vois, standing, un peu upper middle class, voire high class. Et on enchaîne en mode soirée, tu vois. Et déjà, je vois qu'ils sont hyper libres. Tu vois, c'est-à-dire que, non, mais la discussion de où on va, ça se pose pas, tu vois. Nous, c'est déjà, tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est par défaut, Il y a où déjà est-ce qu'on des a le droit cadres. d'aller? Ah, mais le club là, tu connais le videur ou nanani, nous on était là dans des stratagèmes, tu vois. Eux c'était en mode ouais, bon, let's go, tu vois, on enchaîne et tout. Et en fait, tous les endroits où on est allé, qui étaient des endroits plutôt huppés, bourgeois, genevois, on arrivait, c'est-à-dire 10 mètres avant le videur, il commence à avoir le sourire, il ouvre déjà le truc, il est déjà welcoming, tu vois. Moi j'ai découvert ça, je savais pas que c'était possible, tu vois. Moi, j'étais là genre. T'étais ému? Mais moi aussi, les gars, tu vois. T'étais ému ou pas? J'étais ému. Avec un grand Z. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, genre, on arrive et je découvre qu'en fait, il y a une partie de la population genevoise qui est accueillie à bras ouverts dans ces mêmes endroits où nous, quand on arrive, c'est le gars, il est en mode mine-mug depuis, il se met déjà en truc. Et il prépare déjà son discours de. Bon, ils sont 4, ok. Donc lui, on va le laisser, mais lui pas et tout. Et gars, et c'était tard hein, dans ma vie. C'est-à-dire que là, je te parle peut-être de 2013-2014, j'avais déjà 25-26 ans. Je sortais déjà depuis mes 16-17 ans. Et pour de vrai, sans faire le gars, j'ai découvert à ce moment-là qu'en fait, évidemment, ça va de soi en vrai, mais je l'ai expérimenté. Le fait que ces mêmes espaces qui, à nous faisaient vraiment galérer et nous faisaient, comment dire, le mot que je cherche là, c'est en gros, on te fait sentir que vraiment, t'es privilégié de ouf quand tu vas rentrer dans notre club. Tu vois? On te fait galérer pour qu'une fois que t'es dedans, tu sois heureux. Et que tu quittes pas. Et que tu quittes pas, en fait. Et que tu y restes parce que c'est un peu ça aussi. Exact. Et il faut avouer que ce qui est chiant, c'est qu'il y a certaines de ces soirées où on passe des très bonnes soirées. Donc, tu vois, c'est ça le paradoxe. Si j'étais que dans la souffrance, j'irais pas après, tu vois. Enfin. Et ça passe aussi par le prix, en fait, le prix des entrées, en fait. C'est-à-dire que parfois, on va mettre un prix ridiculement cher, en fait, dans un club pour te faire sentir que cet espace que cet espace est réservé aux gens qui en ont les moyens et que tu es vraiment privilégié et surtout que tu occupes une place dans la société qui est tu fais partie du club. Tu fais partie d'une forme d'élite en fait. Mais non, mais le mot club c'est pas anodin, tu vois là. J'ai pas fait mon taf d'aller chercher l'étymologie, mais tu vois la discothèque, la boîte de nuit, le club, c'est quoi? On parle de quoi? Du Rotary Club, on parle de tu vois de trucs élitistes, tu vois. Mais d'ailleurs justement, moi j'ai une anecdote à vous partager. Je vous ai parlé avant du cliché du videur.
auquel je corresponds. Non. Avec ce à sourire. 100%. Et donc, une fois, on était avec un groupe de potes, je crois qu'on était 5-6, on s'était apprêtés. Donc, chemise noire, ok, machin. Et donc, on se met devant le club. Et donc, le videur, le chef de sécurité me voit. Il me fait « Ah, ok, t'es là ». Et je capte rapidement qu'en fait, il y a un videur qui a du retard ce jour-là et qui pense que c'est moi qui viens le remplacer. Donc, il me dit « Ok, bah, mets-toi là et puis tu fais ton taf ». Puis je me suis mis à sa place et j'ai fait rentrer, tu sais, vraiment la vengeance. Ouais, c'est bien, J'ai c'est fait bien. rentrer tous mes potes. Ouais, bien joué, bien joué. Tous mes potes. Bien joué. Et après, je me suis faufilé dans la soirée et je le recroise dans la soirée. Et il me fait, mais je fais, ah, désolé. T'aurais fait pareil. Ouais. On a Une fois, donc- j'ai utilisé le privilège dans mon sens. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser au truc des videurs un peu en club alternatif et club mainstream. Et en fait, dans les clubs alternatifs, ils mettent souvent un homme et une femme. Et Ok. dans les clubs mainstream, je trouve qu'il y a souvent que des gars, enfin, dans Ouais, mes souvenirs. C'est juste. Complètement. Et en fait, c'est marrant parce que après, du coup, de ma perspective qui est trans, c'est que je serais plus à l'aise s'il y avait que des hommes. Enfin, il y a un truc où, du coup, après, je dis pas pour les meufs, vraiment, enfin, il y a un avantage à avoir un mec et une meuf, mais c'est eux qui choisissent où tu vas, dans quel fil tu vas. Et il y a un moment dans ta transition où tu es en mode, je vais dans quel fil. Enfin, Ouais. et du coup, même les clubs alternatifs qui ont ces chartes à l'entrée, parce qu'il y a ça aussi à l'entrée du club là-bas, une charte de pas de transphobie, pas d'homophobie, il y a quand même ces trucs qui sont pas pensés De Mmh. pour les binarité. personnes trans. Ouais. Donc en fait, c'est marrant parce que ce que je trouve dangereux un peu des fois avec les espaces alternatifs, c'est qu'ils se sentent tellement ouverts qu'ils oublient qu'eux-mêmes peuvent en fait exécuter aussi certains trucs à l'entrée Ouais, qui peuvent être clair. pas forcément évidents. Et du coup, des fois, d'avoir un seul videur et on se dit, c'est lui ou elle vers qui on passe, c'est presque plus chill que d'être en mode, toi, tu vas dans la colonne des meufs alors que toi, tu Tellement. t'identifies comme un gars, puis t'es en Ouais. mode merde, ça m'a niqué ma soirée à l'entrée même, tu vois. Ils perpétuent ceux qu'ils veulent tuer. Ouais, un petit peu. C'est fort ce que tu dis. Non. Mais, We go mais deep ce tonight. que tu as dit là, c'est très significatif. C'est-à-dire qu'il y a. Enfin, là, je vais pas rouvrir une grosse parenthèse, il faut qu'on enchaîne. Mais j'ai déjà eu ça parce que moi, quand je travaillais là-dessus, j'avais commencé à écrire des articles. Tu vois, on avait monté ce site qui s'appelait Jet d'encre, via lequel d'ailleurs Maskoff est né au tout début. Mmh. Et sur Jet d'encre, j'avais écrit un article avec mon ami Victor Santos Rodriguez, que je salue, qui était justement sur ce truc de le fait que on avait été refoulé d'une soirée où on était en short et tout ça. Et on a été parti de cette anecdote pour écrire tout cet article sur les politiques genrées en club. Et il y avait plein de gens qui avaient commenté l'article, qui avaient dit « Ah, trop bien et tout, mais tu sais, nous, dans nos clubs alternatifs, c'est complètement différent et tout. » Et on l'a dit tout à l'heure, sur les politiques, par exemple, vestimentaires, c'est assez différent. Mais comme tu le dis, c'est un peu genre, ils ont fait un bout du chemin, du coup, parfois, ils s'autoproclament ou croient en tout cas qu'ils sont hors de tout reproche, tu vois. C'est ça. Et en fait, il y a plein de problèmes de genre dans les clubs alternatifs, notamment on y reviendra sur On la en question reviendra, ouais. de drogue, malheureusement. Donc Entre oui, autres. on va un peu avancer dans notre petit cheminement. Là, on entre dans le club. Ok, donc on a passé l'étape cruciale d'être choisi pour rentrer dans le club. On a Les passé le élus. vestiaire, on a payé, et donc on arrive au bar. On arrive au bar. Et là, c'est intéressant de voir aussi la description du type de personnel en termes de staff. Donc, on voit que c'est essentiellement, pour booster à la consommation, c'est souvent des femmes qui sont ce qu'on appelle les bottle girls, qui viennent un peu ravitailler. C'est vraiment un terme de guerre, on vient ravitailler. On Les amène soldats. ouais, exactement. Elles ramènent des bouteilles, enfin, tu vois, plein de boissons. Et c'est souvent des femmes qui sont, la majorité du temps, on parle encore une fois des clubs mainstream, dans des tenues un peu légères, comme ça. Juste préciser, excuse-moi, mais il y a barmaid, en gros, ou barman, qui est vraiment au bar, et bottle girls, c'est pas forcément au bar. Moi, dans ce que j'avais expérimenté, elle circule. Voilà, elles Ouais, mais circulent, elles partent quand même du bar en fait, pour aller chercher le. Mais juste pour que les gens comprennent bien Ah et ouais, qu'ils ne bien disent sûr. pas, ouais, vous avez rien compris, les bottle girls, c'est pas du tout ça et tout. Non, Voilà. non. T'as les gens qui restent derrière le bar. Yes. Et t'as les gens qui personnes voyagent, qui ouais. vont aller et qui offrent une forme de performance. Des fois, ça va avec toute une scénarisation. Ouais, de ouf. Le club s'arrête, il y a Une de la tenue musique, les vestimentaire gens qui aussi. envoient moi, en France, notamment au club, j'entends des fois, ils envoient la bande-son de Star Wars, tu vois. T'es un gars, t'es un Jedi, t'as commandé 3-4 tailles, le club s'arrête. T'as gagné des points. Exact. Mais Et tu puis là, vois, il y a juste- la lumière, tu sais, les C'est grosses énorme. bougies qui font... Mais tu vois, justement, Et les meufs dénudées, effectivement, pardon. il y a ce que j'avais vu, moi, en tant que videur, c'était que il y a un rapport à la prime. C'est-à-dire qu'il y a des gens du staff qui reçoivent une prime si elles arrivent à alimenter le plus possible une table.
Tu vois, il y a une prime. Comment on appelle ça déjà bonus, Ouais. de bonus sur. Une commission. Enfin, une commission, mais c'est de manière très informelle. Hein, c'est jamais posé contractuellement, mais c'est un peu. Voilà. On sait que c'est une règle. Si toi, en tant que Bottle Girls, tu arrives à ravitailler le plus possible, bah, tu vas toucher une prime. Et donc, il y a un type de communication, de consommation qui est proposé, ce qu'on appelle le binge drinking, par exemple, tous ces shots, ces concours de shots, qui de telle table arrivera à enchaîner le plus de rails de shots. Donc, encore une fois, on pousse, là, encore une fois, les hommes à performer sous le prisme du pouvoir d'achat et à gagner une place, en fait, dans cet espace. Plus tu consommes, plus tu gagnes une place, plus tu serais susceptible à ce qu'on te fasse un sourire dès que tu arrives à l'entrée par le videur. Il y a, bien entendu, à travers tout ça, il y a la problématique des drogues qui sont mises à l'insu dans les verres majoritairement des femmes pour altérer leur discernement. Et donc, on parle de GHB dans le but de les rendre vulnérables et de commettre des agressions sexuelles. Et là, on est quand même dans Mask Off, donc on est obligé de faire un peu le parallèle avec le rap. et encore, il faut le dire, on est encore le seul mouvement musical dans lequel on peut se complaire à parler de ça et dire que c'est des choses... Disons qu'on n'est pas forcément le seul, la seule communauté. Il y a quand même, on peut trouver d'autres chansons dans d'autres styles musicaux, mais disons qu'en tout cas, ce qui a été... En termes de volumétrie. Ouais, voilà, déjà en termes de volume. Et de mainstream. Et puis de mainstream. Et surtout, en fait, la polémique que ça a créé à hauteur, justement, du scandale. Et là, je fais référence à un morceau de Rick Ross qui s'appelle... Enfin, non, de Rocco, dont Rick Ross est en featuring, en fait. Il s'appelle UNO. UOENO. Et c'est le featuring avec Future et Rick Ross. Ouais. Exact. Et dans lequel Rick Ross dit à un moment Put Molly in her champagne, she ain't know. Et la suite de la phrase. I took her home and I enjoyed that. She ain't even know it. Ouais. Et donc traduction. Je mets de la MDMA dans son verre, elle ne le sait pas. Ouais. Et ensuite, je la ramène à la maison. Je l'ai ramenée à la maison. C'est fait le truc. Voilà. Je l'ai ramenée à la maison. J'ai profité. I enjoyed that. J'ai pris du plaisir avec ça. J'ai profité de ça. Et elle le sait même pas. Ouais. C'est une dinguerie. Rick Ross, frère. C'est une dinguerie. Put Molly all in her champagne. She ain't even know it. I took her home and I enjoyed that. She ain't even know it. Alors juste pour parenthèse, pour resituer, on n'est pas forcément que dans un contexte de club, hein, là je dis, mais on fait le lien, c'est-à-dire qu'au bar, il y a des substances qui se mettent dans les verres, et c'est des morceaux qui peuvent être diffusés en club. D'ailleurs, UOENO est un super titre musicalement de base. Ouais, c'est ça qui est terrible. Comment tu peux être fou comme ça? En fait, c'est toujours la même problématique en fait, du hip-hop, en fait, c'est l'habillage. C'est-à-dire que en fait, on a souvent abordé dans les autres épisodes en fait le contenu des lyrics et tout, et puis l'habillage en fait par la musique qui est toujours un peu. J'aimerais avoir un peu ton avis en fait à propos de cette problématique-là, parce qu'en fait ça c'est aussi une problématique qu'on voit aussi dans les clubs alternatifs. Hein. Et puis vu que toi c'est un peu plus. En fait c'est juste des réflexes. J'ai l'impression dès que j'ai commencé à sortir quand même, c'est que en fait il y a ce truc où en tant que meuf, tu te fais offrir des verres, c'est un peu le goal de la soirée. Puis en même temps, t'as peur de ces verres. Enfin, je trouve quand même c'est un peu un état schizophrène, je sais pas comment dire, mais dans le sens où tu surveilles de ouf, mais en même temps, le but, c'est quand même de pas payer, en fait. Tu n'as pas payé ton entrée, tu payes pas les verres que tu bois, etc. Les gars, ils te les offrent, mais en même temps, c'est une réalité. C'est pas que dans les clubs mainstream, ça, c'est vraiment partout. Ce truc un peu de la crainte de ce qu'il y a dans ton verre. Et plus tu bois, plus on t'en offre, moins t'es apte à discerner quoi que ce soit. Enfin, ouais, je sais pas. Ça, c'est un truc, je sens que j'ai encore ces réflexes maintenant, post-transition, où on m'offre plus des verres, mais il y a un truc où genre, je surveille le verre de toutes mes potes, je surveille mon propre verre tout le temps. Ça, c'est stressant de ouf. En fait, tu t'es censé t'amuser, mais tu t'amuses pas. T'as une charge mentale. T'es entouré de requins, en fait. Ouais. Et tu sens que c'est ça. Enfin, une pote, elle laisse son verre sur la table, je suis mais... Arrête, tu vois. Genre, je lui retends, je suis là, mais limite, je préférais boire des shots que boire des verres en club. À un moment donné, je préférais boire un shot de temps en temps que boire des verres, parce que j'étais en mode, je l'ai bu, c'est fini. J'ai vu quand on me l'a servi.
Il y a un truc où it's done, tu vois. Mais là, il y a une responsabilité des clubs aussi. Moi, j'ai vu par exemple à Paris des gens qui mettaient d'office des trucs sur les. Tu sais, Ouais. limite, tu les bois comme les boissons du McDo, tu vois, avec Ouais, un couvercle, ouais. des trucs comme ça. Voilà, c'est pas que au niveau des clubs, mais il y a une enfin, il y a un truc au niveau structurel que tu peux faire pour en tout cas limiter. En termes de Limiter ça. prévention, ouais, c'est clair. Et puis surtout, je me demande à quel point aussi les clubs, ils sont au courant que ça se passe, tu vois, et à quel point aussi ils protègent les meufs aussi, in the club. Tu vois, une fois que t'es rentré, il y a tout ce truc, on a parlé des videurs à l'entrée, mais la sécu d'un club, j'ai l'impression que souvent, je les ai plus vus recadrer des gars relous, mais pas forcément y aider des meufs qui étaient dans des états où tu dis, des états altérés. Ouais, parce il que n'y a pas trop d'accompagnement. moi, je trouve en pas, fait. en tout cas, des clubs où j'ai mixé, notamment une fois à Zurich, et il y avait une meuf, ça se voyait qu'elle était pas bien, 4 gars autour d'elle, et vraiment, Ouais. personne faisait rien. Puis j'étais en train de mixer, et tout d'un coup, je lui dis, mais viens derrière mes platines. Puis elle s'est assise derrière mes platines toute la soirée. Puis à la fin, j'ai fait en sorte qu'elle rentre chez elle, mais j'étais en mode là, il y avait vraiment personne pour l'aider, et puis tu sais pas où sont. Moi, ça m'est arrivé dans un club, en fait, où au final, on a appris plus tard qu'il y avait eu, je vais pas citer le club, mais qu'il y avait eu plusieurs cas de mise de GHB dans le verre et tout, et ça avait fait parler, c'était passé dans la presse. Et en fait, je me souviens que c'était en tout début de soirée, en fait, je commençais à mixer, en fait, et il y avait cette fille, en fait, qui dansait, elle était vraiment, elle était plus elle-même, en fait, et puis à un moment, elle s'est éclatée par terre, et il y a personne qui a bougé, en fait. J'ai dû quasiment m'arrêter de mixer, en fait, pour pouvoir aller avertir le personnel qui était là, qui bougeait pas, quoi. Enfin, c'était une dinguerie, et en fait, il y a, à mon sens, quand même, et pas seulement dans les clubs, hein, ça aussi, il y a dans les bars aussi, hein, il y a un peu cette problématique-là, où en fait, le personnel n'est pas du tout formé pour pouvoir, ou même avoir juste la présence d'esprit, tu vois. C'est vraiment une question de présence d'esprit, de pouvoir agir dans des moments comme ça, en fait. Bon, alors, à part ça, jusque-là, il y a quand même des moments heureux dans le club. Hein. On y va quand même. On y va quand même pour s'amuser. On travaille dedans. On y va quand même pour on va finir par faire croire que... Juste un truc, parce que tu vas enchaîner là. Ouais. T'as raison, mais juste pour citer, et vous allez me dire que je cite toujours la même personne, mais comme j'ai dit, elle a tellement une longue discographie que. Ah, attends, laisse-moi deviner. Ah, ton gars, là, encore lui. Rien, c'est mon gars, mais là, je le jette sous le bus, donc mon gars. Non, mais au fait, on perd du temps là. Pour préciser à notre invité, en fait, Booba, il est fan de Booba, en fait. Comment tu peux dire ça? Ça, c'est une fake news incroyable. Ça l'est pas. Ça l'a été pendant très longtemps. T'as essayé d'éviter la question et tout. Non. Mais dans de toute façon, qui est meilleur rappeur que Booba dans le rap français? Mais il n'y a rien à dire. Mais tu peux donc assumer. Donc ça, c'est factuel. Maintenant, de assumer. continuer de dire que je suis fan de lui inconditionnellement, alors qu'à chaque épisode, je cite des paroles qui disent qu'ils sont des dingueries. Écoutez, c'est les private jokes, ça revient tout le temps. C'est l'âge. C'est pas grave. Donc, Booba, par exemple, dans le titre Illégal, il disait je suis prêt, j'ai les brevets, frère, à en crever, viens chez moi, j'ai HB dans ton revêt. Donc, assumé totalement. Au calme. Et ça, Illégal, ça date, hein, c'est l'album 09, donc ça sort en 2008. C'est pas une excuse, mais je veux dire, tu vois, mais plus récemment, quand même, là, ça m'a étonné, je suis retombé là-dessus. C'est sorti en 2017 dans l'album Trône. C'est un morceau qui s'appelle Ça va aller. Et il dit, elle veut pas que je lui crache dans la face. Pardon. Elle veut pas que je lui crache dans la face. Comment veux-tu que l'on fasse? Pas bon du tout, je vais lui glisser un MD, ça va aller. Alors, encore une fois, on sort de la problématique du club lui-même. Et d'ailleurs, ce morceau n'était pas forcément club dans l'esthétique, mais vu qu'on est sur cette question des drogues, parenthèse quand même importante là-dedans, moi, je sais pas comment tu peux écrire ça, te dire que c'est normal, que c'est pas grave. Et après, pour ne pas responsabiliser que les artistes, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, par contre, je suis beaucoup plus radical que toi, c'est le seul. Il y a que le rap qui fait ça. Ah ouais. Genre musical, mainstream. Mainstream, ouais. Assumer de dire des dingueries comme ça. Non, mais en fait, parenthèse fermée, en fait, c'était pas simplement pour... Encore une fois, je ne vais pas juste écarter la problématique et puis chercher à faire du whataboutisme en cherchant un peu à diluer la problématique. Je dis simplement que, en fait, bien que, comme dans la société, pour revenir toujours à cet effet de miroir grossissant, c'est vrai qu'il faut quand même admettre que dans le rap, il y a une production infiniment plus prolifique
de morceaux problématiques que dans les autres musiques. En tout cas, Ça, sur le côté mainstream. Tu vois, c'est Ouais, pour ça, parce que côté effectivement, on peut mainstream. aller trouver des Ouais, pas de gens problème. dans Ouais. des caves à Berlin sûr. qui font de je sais pas quel truc, qui font l'apologie du viol et tout. Mais là, quand t'es un artiste mainstream, si on revient sur Rick Ross ou Booba, des gens qui vendent des centaines de milliers d'albums, c'est une dinguerie. Et pour ne pas juste les responsabiliser eux en tant qu'acteurs, même s'ils ont évidemment leur part de responsabilité à un moment où t'écris ça, il y a une chaîne de validation, on le dit à chaque fois, mais c'est important de le redire. Il y a une chaîne de validation de l'industrie musicale qui autorise des trucs au rap où tu te demandes même, les gars, sans rentrer dans des trucs de complotisme et tout, mais juste, genre, vous cherchez ça, les gars. Universal, Sony, etc. Genre, comment tu peux valider, juste pour terminer, donc t'as écrit, tu l'as enregistré, il y a quelqu'un qui l'a mixé, qui l'a masterisé. Parfois, il y a le clip qui va avec, il est diffusé sur les plateformes de streaming, les plateformes de YouTube, etc. Je dis, mec, il n'y a personne pendant le. Non, mais c'est totalement fait exprès. Puis en fait, c'est même pas un truc de complotisme, c'est un truc de système aussi. Hein, parce qu'en fait, c'est aussi des modèles qui sont défendus. Parce que par exemple, si on interpelle une personne justement qui travaille dans la musique, en fait, par exemple, dans le cas où, pour revenir au cas de Rick Ross, en fait, il a perdu ses sponsors, en fait, après le scandale de ces lyrics-là dans ce morceau-là. Ben, en fait, souvent, quand on arrive à un débat avec une personne qui fait partie de l'industrie de la musique, la défense classique, c'est la liberté d'expression, mais aussi la demande. En fait, ils vont arriver jusqu'à se déresponsabiliser en disant que voilà, c'est le public qui aime ça. Et en fait, si ça a du succès, c'est que c'est pour une raison. Et nous, on fait que supply the demand, tu vois. Donc voilà. Répondre à une demande, Alors on va continuer pour avancer un peu plus vite là dans le truc. On va aller dans le dance floor parce qu'en fait là on va parler des moments un peu plus heureux quand même si on sait qu'il y a aussi là des comportements problématiques sur le dance floor. Mais voilà, je vais te faire intervenir un peu, Zion, parce que j'aimerais tu me donnes un peu ton impression en fait de ce que tu vois en fait dans le dance floor. S'il y a des choses que tu aurais. Donc toujours à travers le prisme du genre. Toujours à travers le prisme du genre. En tant que meuf, en tout cas, genre, tu danses assez facilement, en fait, in the club. Et c'est plus maintenant que je vois qu'en fait, les gars ne dansent pas. Parce que du coup, genre, il y a un truc où, en même temps, voilà, en tant que maître trans, je me suis dit, je suis un gars et j'apprends à être un gars. Et du coup, j'observe les gars. Et en fait... et t'arrêtes de danser. Et j'arrête de danser. Je sais plus comment danser en fait. Et en fait, non, mais c'est que c'est une dinguerie parce que je me disais ça. Il y a un code, bien sûr. Il y a un code, hochement de tête, bras croisés et tout. J'étais là, mais quoi? Et en fait, c'est aussi un code. C'est un code blanc aussi de ouf parce qu'en fait, tu bouges les fesses. C'est pas un truc de meuf. Si je viens d'Haïti en mode. Whiner, c'est pas un truc de meuf. Et en fait, du coup, là, je me dis, mais en fait, je suis pas bien. Je fais quoi en fait? Est-ce que je fais comme eux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux quand même un peu me déhancher? Est-ce que c'est trop féminin? Tout ça, toutes ces questions, je me les pose parce qu'en fait, j'observe maintenant d'un autre regard, quoi. Mais en tant que meuf, il y a ce truc où, genre, tu danses, t'es hyper à l'aise, mais t'es hyper à l'aise avec les autres meufs aussi. Genre, et en fait, la drague qui se passe sur le dance floor, c'est aussi un délire. En fait, c'est vraiment un espace de chasse et le gars, il vient, mais sans trop se montrer, il reste derrière la meuf et puis il commence à la coller. Et puis, en fait, elle regarde ses potes en mode... est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu valides? Ouais, est-ce que tu valides? Et en fait, il y a tous ces trucs un peu qui se passent qui sont un peu intéressants. Il y a des protocoles et des codes. De ouf, de drague et tout. Mais je trouve surtout qu'en fait, la liberté sur le dance floor, je l'ai plus ressentie avec les meufs, surtout dans ces clubs où tu vois que c'est fait pour que les hommes ils viennent parce qu'il y a des belles femmes, donc ils viennent pas forcément pour s'amuser. Enfin, la musique est pas tant mise en avant sur l'affiche, c'est une meuf à poil. Enfin, du coup, si la musique elle a été plus mise en avant, j'ai l'impression que peut-être ça créerait ce genre de club que tu vois comme t'imagines. C'est quand on regardait les films de danse à l'époque, genre Step Up ou des trucs comme ça, ils allaient en boîte, c'était des battles. Enfin, c'était un truc, tout le monde s'amuse, tout le monde sur un pied d'égalité et tout. Et là, je trouve que c'est pas forcément ce que je ressens la majorité des fois où je sors, en fait. Okay. Il y a aussi, là, du coup, je te rejoins sur le côté culturel en Suisse et en tout cas dans le monde occidental, de ce que j'ai vu. Et encore, ça dépend. Par exemple, l'Espagne et tout, il y a une manière de faire la fête qui est un peu différente. Mais faire la fête pour faire la fête, tu vois, par exemple, dans les Caraïbes, en Amérique latine, je connais moins l'Afrique malheureusement, mais il y a un truc, même le dimanche, tu vois, d'aller, je sais pas, fin d'après-midi, des balles dansant, des trucs avec des arrière-grandes daronnes, tu vois, qui sont là et qui tapent leur meilleur pas de salsa ou de trucs comme ça. Et donc, ce rapport à la danse,
ici, ça se voit que du coup, il n'est pas naturel. Donc, il y a de là découlent des jugements, des choses comme ça, tu vois. Et si je peux enchaîner, sauf si toi, tu voulais. Mais je voulais justement, en fait, parce que, je voulais enchaîner sur toi, justement, en fait, par rapport au set, au DJ set, en fait. Quand nous, en fait, on remarque souvent, en fait, justement, dans le type de son qu'on va mettre, vu que moi aussi, je suis un peu passé, j'en profite pour dire que je fais aussi le crossover entre les soirées mainstream et les soirées alternatives. Et que dans les soirées alternatives, on a quand même un peu plus, disons, de marge pour passer d'un style à un autre et puis parfois d'enchaîner sur des morceaux un peu plus électro, etc. Et tout. On voit un peu justement aussi la différence, soit une différence genrée, soit même une différence de culture, c'est-à-dire dans les danses. J'ai remarqué, par exemple, on avait relevé ensemble en fait que le mouvement, enfin si tu veux, les pogos là maintenant en fait, ce qui est assez nouveau en fait dans les soirées hip-hop, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté, qui est nouveau en fait dans le dance floor et qui a plus grand chose à voir avec la danse en soi en fait. Et c'est devenu un peu, je dirais, une tentative d'appropriation culturelle par disons, pas forcément originaire des cultures afrodescendantes et qui, justement, pour pouvoir se réapproprier l'espace parce qu'ils savent pas danser, en fait, eh ben, il y a ce truc qui arrive tout à coup dans nos clubs, en fait, et ça devient en plus... Et derrière ça, il y a aussi un problème d'appropriation de l'espace par... D'occupation de l'espace par... qui est genré, c'est-à-dire par des hommes en fait qui veulent s'approprier l'espace et en plus se donner des coudes, etc. Et donc reproduire des comportements qui seraient presque guerriers. Voilà, exactement. Ah, pardon. Je pensais juste à un truc aussi, c'est où sont tournés les gens dans le club. En fait, totalement. C'est marrant parce que club alternatif, j'ai l'impression que les gens ils sont vers le DJ. Vers le DJ, ouais. Et moi, en tant que DJ, en fait, ça m'ennuie. C'est un truc de la culture électro. Ouais, on me regarde et je suis en mode. Moi, ça me saoule aussi. Moi, je suis pas MC, je suis rien du tout. Donc, en fait, c'est assez frustrant parce que des fois, tu mixes et tu te dis, mais je mixe si mal que ça. En mode, les gens, ils ont pas envie de danser plus que ça. Et puis. Il y a un peu ce truc. Et par contre, du coup, dans les clubs mainstream, en tout cas à l'époque, quand j'avais 18 ans et que j'y allais, c'était vraiment... du coup, les gens tournaient vers les meufs qui sont au milieu. Ouais, et du coup, il y a toujours un spectacle à avoir parce que les gens ne peuvent pas s'amuser pour eux-mêmes. Enfin, j'ai cette impression, en tout cas en Suisse. Ouais, parfois je trouve... Je te reprends là juste ce truc parce que parfois, justement, il y a de nouveau ce truc de... à mi-chemin entre le mainstream et l'alternatif. C'est que parfois, tu peux avoir les deux types de comportements en un dance floor, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont tout près de toi parce qu'en fait, ils sont tout contents, ils aiment bien les sons et tout, machin, ils sont tournés vers le DJ, mais ils dansent aussi. Et derrière eux, derrière elle plutôt, pour le coup, il y aura un gars qui va être un peu en train d'essayer de la whiner ou un truc comme ça. Et en tant que DJ, tu vois ça comme un spectacle. C'est assez... Voilà, mais... voilà. Je voulais juste dire, du coup, pour enchaîner... Parce que là, on arrive sur le contexte de... quand je parlais du fait qu'il n'y a pas cette culture de la fête, etc., et que du coup, il y a des gens qui déduisent, qui interprètent même les comportements d'une certaine manière. Moi, dans mon mémoire de master, j'avais développé le concept de réputation spatiale, qui était... je crois pas que je l'ai forcément inventé, mais en tout cas, dans la littérature qui existait à cette époque-là, il était assez peu... non, mais quand même, frérot, tu vois pas. Il était pas hyper développé, tu vois. En fait, j'ai envie de lire son travail. Je l'ai relu, franchement, je l'ai étonné, bien formulé, carré, très... Non, mais pour dire... Ce serait cool que tu me l'envoies, j'aimerais bien le lire, en fait. Qu'il le publie, en fait. Avec grand public, ouais. PTSD encore. Je te jure, j'ai galéré à le retrouver et j'avais peur de le relire. Mais bref, ce truc de réputation spatiale, c'est en gros, selon le lieu où tu vas, on déduit de toi même des questions de mœurs, tu vois. Et notamment en tant que femme, le fait que tu ailles en club, il y a une partie de la jante masculine qui va déduire de ça que tu es là pour pécho, voire, ça c'est encore quand on te donne ton agentivité, mais te faire pécho. Et plus le club est réputé comme étant un peu sulfureux, etc., plus là on se dit cette meuf là elle est disponible, tu vois. Et là je suis encore gentil. Et donc ce truc justement de réputation spatiale qui crée derrière
Attention au deuxième concept. Une double peine, c'est-à-dire, je viens en club en tant que mec pour pécho, la meuf ou les meufs sont là, donc elles sont disponibles. Si elles me refusent l'accès à leur corps, violence. Ouais. Donc, je viens, là, je parle pas, c'est pas moi qui fais ça. D'ailleurs, heureusement, je crois un truc qui m'a sauvé, c'est que je suis quand même très timide dans les rapports humains et notamment les premiers steps, tu vois. Donc, j'ai toujours hyper galéré à entamer l'interaction, etc. Mais j'ai vu ça plein de fois. Des gars qui vont venir parler à une meuf en soirée, etc. Et la go, elle est là, mais très gentiment, hein, genre non merci et tout. Et là, le gars, il monte dans les tours. Quoi, non mais d'où ça nan. Moi, j'ai vu ça plein de fois, notamment à Paris en soirée. J'avais une anecdote j'avais croisé des potes de Genève qui étaient là. Et je voyais qu'elles étaient là et elles devaient essayer de calmer ce gars. Juste parce qu'en fait, elles avaient pas envie de rentrer en interaction avec. C'est vraiment la double, triple peine, tu vois. C'est genre, t'es là donc, si je résume, hein, t'es là donc t'es une fille facile. T'es une fille facile, donc tu te laisses, t'acceptes que je te parle et voir plus, que je rentre même en termes corporels, comme tu le disais aussi, le fait de toucher et tout. T'es pas d'accord, punition violente, tu vois. Soit verbale, soit même physique. Là, le gars, il était en train de les embrouiller, tu vois. Et du coup, ouais, en fait, c'est dingue ces espèces d'interprétations qui reviennent pour moi à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les gens ne sortent pas pour faire la fête. Notamment en tout cas dans nos espaces. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent pour faire la fête, la plupart. Oui, mais dans le sens où cette culture de la fête et de la danse qui serait déjà autosuffisant, tu vois. Et il y a des gars qui performent leur masculinité à leur capacité à sortir en soirée et pécho. Et d'ailleurs, en tant que gars, très souvent, les questions que tu te poses entre potes, c'est alors t'as pécho et t'as pas pécho. Même avant, en fait, tu dis, est-ce qu'il y a des meufs là où t'es, etc. Mais en fait, le truc aussi, c'est que, en fait, pour en revenir à ça, je précise aussi que c'est pas seulement sur dance floor, parce que là, pour le coup, on parlait du dance floor, mais c'est aussi dans tous les lieux, J'allais dire ça. Exact, c'est dans tous les lieux publics et dans toutes les étapes de la soirée en fait. C'est-à-dire que tu peux aller aux toilettes, ça va se passer là. T'es devant à l'entrée, ça va se passer là. Tu vas avoir les interactions non désirées là. Tu dis non désirées, etc. Bien sûr. Tu prends le bus pour rentrer chez toi, c'est la même, etc. Tu vois, genre devant le club en partant en fait. Juste avant de prendre le taxi, ce sera pareil, donc etc. Pour correspondre à ce que tu dis, pour compléter ce que j'ai dit, c'est une question d'espace-temps. C'est-à-dire, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire, la réputation de t'es là, mais en plus de ça, t'es là, c'est 2h du matin. Donc, que fais-tu là? Et avec tout ce qui va avec aussi, en termes de, tu vois, quand il y a des agressions sexuelles, que les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure-là? Et puis, pour le temps, en fait, il y a encore. Je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi, mais c'est que, en fait, quand tu arrives, plus au fur et à mesure, tu arrives, où tu avances dans la soirée, en fait, plus on va considérer qu'en fait t'es vraiment de plus en plus disponible en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours ce truc de en fait c'est les derniers moments, passé 4h du mat, il reste en fait vraiment ceux qui ont vraiment trop envie ou bien ceux qui sont trop désespérés, etc. tu vois. Et il y a aussi du coup je me demande s'il n'y a pas aussi un effet de miroir à cette réputation spatiale par rapport aux hommes qui auraient justement une réputation spatiale d'être les gars de plus de 4h du matin qui sont crevards, qui sont potentiellement dangereux ou potentiellement relous, parce qu'en fait, ils sont là en train d'encore attendre que le miracle tant désiré de la soirée. Dans les observations que j'avais faites, parce que pour être très concret, dans mon mémoire de master, j'avais fait des observations en prenant des notes, j'avais fait des interviews, et j'avais lu aussi beaucoup en lien avec la revue de littérature, etc. Et cette question de réputation pesait beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Et là, quand je te dis ça, par exemple, je lisais il y avait des articles académiques sur, par exemple, des clubs afro-américains aux États-Unis, des trucs comme ça, et les meufs elles-mêmes disaient, mais plus on vient dans ce club, plus on est traité de... tu vois, il y a vraiment une imagerie qui leur pèse dessus beaucoup plus que sur les... C'est bien de le préciser, mais je disais aussi que on va considérer qu'une femme qui reste après 3, 4, 5 heures du matin, en fait, elle est au fur et à mesure que la soirée avance, elle serait de plus en plus disponible et elle aurait donc aucune raison de dire non, de refuser l'interaction, quoi. Et mais, enfin, bon, voilà. Et le truc aussi, c'est de se dire, en fait, qu'un garçon qui reste après 3 ou 4 heures du matin, il serait considéré comme un crevard, ça veut dire que, en fait, il aurait même pas le droit, lui, en tant qu'homme, de
profiter de la soirée, de profiter du DJ. Ça veut dire que lui aussi, il est assigné à un devoir de devoir assurer après 3-4 heures du matin, parce que là, c'est le moment qu'il faut. Ouais. Quoi. C'est ça que je voulais dire par Ok. là. C'était pas genre, voilà, excuse-moi. Non, mais je pensais au fait que même le fait de pas pouvoir rentrer avec ses potes, en fait, ils font tout dès le début. Ouais. Où en fait, tu vas pas passer une soirée entre potes, tu vas passer une soirée pour draguer et t'as pas le choix de ça, même si Ouais. c'est pas ton objectif de base. On sépare les groupes de gars, enfin, à l'entrée. Donc en fait, tu peux pas te dire, ouais, là, je passe une soirée avec mes potes et je m'amuse. Ouais, Enfin, bon. Ouais, et pourtant, on a quand même, on fait quand même souvent des soirées entre potes. Parce que tu reparlais de la problématique de l'homosocialisation des rapports entre mecs. Et en fait, bon, là, le club, justement, l'occupation spatiale des hommes, en fait, qui sont ensemble, qui sont venus entre potes. Il y a le bar où ils sont tous là en train de s'offrir à boire, s'offrir des shots, etc. Et au fur et à mesure de la soirée, ils restent eux entre potes. Et ils occupent l'espace, voilà. Et après, justement, je peux faire un petit lien avec le Wiz Khalifa, parce qu'en fait, il avait sorti le morceau We Them Boys. Et je trouve que c'est un morceau assez symbolique de cette homosocialisation de la bande de gars, en fait, qui arrivent en groupe au club et qui occupent l'espace. Et voilà. Il y a une espèce de mantra, parce que dans le sens, c'est un morceau qui est beaucoup diffusé en club, et c'est ces espèces de mantras où tu te répètes les trucs en mode non, les gars, on est là, on est fort. Il y a beaucoup moins ça il y a pas beaucoup moins de morceaux comme ça pour les femmes, en tout cas sur le côté un peu clubbing et tout. Moi, j'ai une question, Zion. Et c'est pas du tout une question connotée pour moi, mais c'est vraiment quelque chose que je me demande. On parle de morceaux en club, là tu viens de citer We Them Boys, et des morceaux qui sont beaucoup plus explicites et qui sont beaucoup plus dégradants à l'égard des femmes, notamment. Tu vois, je pense à Ludacris, Move, Beach, Get Out the Way, et tout, des trucs comme ça où les gens en club, en plus, s'approprient les lyrics. Et il y en a, alors, je vois pas tant ça que ça, tu vois, mais en tout cas, je vois quand même des hommes qui vont regarder des meufs et puis être là, Move, Beach, Get Out the Way, et puis toi, t'es là, frérot, calme-toi, tu vois. Alors, juste avant, il essaie de la serrer. Ouais, tu vois. Et donc, ces trucs avec, comme je dis, ces espèces de mantras qui, en plus de ça, vont aller dans les bouches des gens et qui vont créer des espèces d'interactions plus ou moins discriminantes. Ça influe les comportements. Exact, qui influencent les comportements. Et ma question là-dedans, qui est une question aussi ouverte à l'égard de notre audience, on voit des femmes qui se réapproprient ces paroles-là, qui les chantent, tu vois. Et encore une fois, pourquoi pas, hein, c'est une méthode aussi de retourner le stigmate, etc. Mais là, par exemple, en ce moment, dans certains morceaux afro, il y en a qui sont... Donc, afro, j'ai dit AFRO. Il y en a qui sont hyper explicites. Moi, j'avais découvert à Paname, mais maintenant, il est joué en soirée ici aussi, ce morceau qui dit « c'est une grosse pute, c'est une salope, c'est une grosse pute, Puis, tu sais, moi, j'étais là, genre, c'est vrai, ça? C'est la première fois que j'ai entendu. Et je voyais plein de meufs, tu vois, qui sont là et puis qui sont... Donc, est-ce qu'on parle d'intériorisation du sexisme? Mettons que, tu vois, là j'avoue que c'est aussi une dimension un peu condescendante, hein, de dire ça, en tout cas, moi en tant qu'homme. Mais je sais aussi qu'il y a des femmes qui, entre elles, vont dire « Ah, mais elle, c'est une tepu, elle, c'est le truc, tu vois, pour être, en guillemets, la pique-me du truc, tu vois. » Donc, intériorisation du sexisme. Est-ce qu'il y a le côté distance, second degré, créative, etc. Est-ce qu'il y a la réappropriation qui fait qu'au bout d'un moment, ça annule l'effet, tu vois, à force de le dire, ça nous touche pas, les gars, on s'en fout, on va danser tout autant que vous, et ça nous touche pas, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as une théorie là-dessus Alors, moi, j'ai pas une grande théorie, mais j'ai mon vécu à moi, et c'est plus le fait que tu vas en soirée pour t'amuser, et puis en fait, sinon, tu te heurtes à que des trucs négatifs, en fait, même si par rapport au son, tu te dis ça joue pas. Moi, je sais que même moi, en tant que DJ, mais des sons que je passe, ça va pas du tout. Enfin, ok. Ouais. En tout cas, la dancehall qui est homophobe au possible et tout. Enfin, et sexiste, genre, je me dis, mais en fait, moi, après, quand je la jouais, c'était pour des personnes queer, joué par une personne queer. Et du coup, on était un peu dans ce truc en mode, écoute, c'est notre culture, on a grandi avec ces sons. On peut danser dessus, mais on danse pas avec n'importe qui dessus. On n'accepte pas aussi que n'importe qui reprenne ses paroles. Donc j'avoue que je me sentirais peut-être plus mal à l'aise actuellement dans un club peut-être mainstream, plus hétéro, avec un rapport plus sexiste à danser sur certains sons avec certaines personnes. Mais j'avoue qu'en vrai, je capte totalement le fait que des meufs chantent ces sons, dansent dessus, parce qu'en fait, sinon...
ne plus sortir, quoi. En fait, tu peux tellement pas changer ce qui se passe et tout ce qui se passe que... Ouais. Et qu'on se comprenne bien, je suis pas là pour justement faire la morale ou quoi que ce soit et leur dire, parce qu'il y a aussi ce discours de dire mais regardez, vous êtes les premières alliées de, tu vois, non, qu'on se comprenne bien. Mais c'est juste à quel point ça heurte ton truc, tu vois. Moi par exemple, alors il y a rien qui me discrimine moi directement dans le club en général, mais c'est vrai que j'avoue que par exemple s'il y a un morceau de Chris Brown ou un truc comme ça qui va passer, je vais faire mon b-boy stance, tu vois. Je danse pas, frérot. On danse pas. On danse pas. On danse pas. Donc, il n'y a personne qui danse ici. Hein. Mais c'est marrant parce que... Si, moi, je danse de ouf, mais pas sur Chris Brown. Ah, pas sur Chris Brown, on est d'accord. Parce que... Vas-y. Non, parce que c'était aussi une question qu'on se posait avant en préparant le podcast. Et c'est que, est-ce que toi, maintenant... que tu es devenu, voilà, après transition, avant transition, il y a une différence par rapport à ça? Bah, c'est marrant parce que du coup, ouais, je danse, mais rarement. En fait, ça dépend de qui je suis entouré. Et j'ai l'impression que quand je suis du coup avec des mecs à une soirée classique, j'avoue, je danse pas. Je me dis, vas-y, je suis avec eux. Je vais faire alors la même qu'avant, chose. Par solidarité. Par solidarité et aussi un peu par validation, en fait. C'est horrible, mais genre... il y a un truc où genre j'ai besoin d'être validé en tant que gars par d'autres mecs. Enfin, sinon mais sinon quand je suis à une soirée queer, des fois je me dis mais waouh, là je danse de ouf. Et puis récemment en fait il y a eu un crossover des deux où mes potes cis hétéros ils sont venus me voir à une soirée queer et ils m'ont vu danser et ils se disaient mais je savais pas que tu savais danser en fait. Écoute, ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est marrant parce que tu parlais de Chris Brown et c'est marrant parce qu'il y a des artistes on décide de boycott puis en parallèle d'autres on va danser alors qu'on devrait les boycotter tout autant. Donc moi je trouve qu'il y a un peu un truc compliqué en vrai par rapport à la musique et ce qui se passe aussi par rapport à ça et par rapport à ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'autorises vraiment à ne pas jouer, enfin plutôt l'inverse quoi, pour lesquels tu te dis non ça je joue pas du tout? Bah en fait justement est-ce que tu joues encore du R. Kelly? Non mais j'ai jamais joué du R. Kelly. Plus personne ne joue du R. Kelly mon gars hein. Mais par exemple non, sincèrement je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui jouent du R. Kelly parce que ça devient vraiment touchy. Mais je me souviens d'avoir et non plus je ne citerai pas de nom en fait, c'est que il y a dans certaines soirées mainstream où la thématique c'est old school, en fait, il y avait quand même des DJ qui avaient aucun problème à en jouer et à en rejouer à fond, en fait. Et souvent, parfois même les plus problématiques, en fait, dans les paroles. Donc voilà. Bah, là, actuellement, j'avoue que je fais un peu plus une réflexion dans les sons que je télécharge et que je vais mixer en soirée. Au début, je la faisais pas tant que ça. Aussi parce que je me disais, c'est funny, c'est pas grave, c'est moi qui les mixe. Mais maintenant, j'avoue que je le fais pas et j'avais envoyé le son Nothing No Go So et je me disais, celui-là, je le jouais super souvent de Notch. Et en fait, quand tu lis les paroles, il dit brûler les gays, un homme ne doit pas dormir avec un autre homme, un homme ne doit pas se faire embrasser par une meuf qu'il a juste avant, enfin des trucs. Je me disais, mais en fait, non, ça, j'avoue, peut-être je joue plus. Alors que ce son, on whinait dessus, mais on captait pas aussi ce qu'il disait. C'était un rythme. Ouais. On doit un peu abréger les amis, mais toujours en lien avec ses comportements genrés. Là où je voulais aussi compléter, par exemple, t'as dit ce truc de le gars qui reste jusqu'à 4h du mat, vient aussi sur lui des formes d'injonction. Ouais. Au final, en tout cas, là, tu parlais plutôt de réputation spatiale, mais moi, je parle carrément d'injonction. Et une chose qui participe de ces injonctions, c'est les personnes qui hostent les soirées. Moi, je l'ai fait des fois, de hoster une soirée. Donc, t'as le micro, tu dis aux gens, faites du bruit, vous êtes chaud, c'est comment, nanana. Des fois, je suis un peu plus original que ça aussi. Mais du coup, t'en as qui hostent des soirées avec des trucs mais ultra genrés et binaires. C'est genre, les meufs, c'est le moment de whiner, c'est le moment de twerker, et puis les gars, c'est le moment de choper. Et tu sais, vraiment, toi, t'es là, genre, tu reçois. Donc les meufs passives, montrez votre meilleur, performez votre féminité de façon passive, mais rendez-vous le plus séductrice possible, etc., avenante possible. Et les gars, c'est le moment, c'est la chasse. Les vrais gars, partez à la chasse, quoi. Et en fait, t'as ce truc aussi, encore une fois, de peut-être que je suis pas là pour ça, et au-delà de ça, si je suis un mec timide, du coup, je corresponds pas à des trucs. Moi, des fois, je me fais même, sans faire le gars, mais je me fais même, comment dire, pas invectiver, mais des gens qui hostent et qui me connaissent, ils sont là, genre, ouais, Gios, tu fais quoi là? C'est 4h du matin, tu vois. Je vais pas les jeter sous le bus, et puis ça part de, c'est entre guillemets bon enfant, tu vois, mais ça participe encore une fois de, tu vois, on a parlé du côté
habillement, performance financière, etc. Quels sont les comportements qu'on attend des gens en fonction de leur genre. Bah ça, là, c'est hyper explicite, tu vois. Le hoster qui dit les meufs twerker, les gars choper. Ouais, mais il y a aussi, vu que notre invité est un DJ, je voulais lui poser la question. En fait, il y a aussi dans le choix des sets, en fait, c'est-à-dire et même les moments, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux arriver à avoir peu de liberté, en fait, dans un contexte de club mainstream, en fait, peu de liberté dans ton choix, dans tes choix de morceaux et dans ton set, en fait, parce que tu sais qu'il y a un moment où il va falloir mettre le truc pour les filles, et à un moment où il va falloir faire les trucs pour turn up, tu vois, genre pour les garçons, donc tu pourrais nous dire un petit truc là-dessus? J'avoue que moi, par contre, j'ai mixé quasiment que en club alternatif. Donc, en fait, ce truc-là, je ne l'ai pas vécu. Ah, ok. Genre, sincèrement, je le vis pas. C'est plus moi qui me dis, là, j'ai envie que les gens, ils wine. Mais c'est plus, j'ai envie que les gens, ils se calment un peu dans la musique. Et après, on repart. Mais je me dis pas dans ma tête, ça, c'est pour les meufs, ça, c'est pour les gars. J'avoue que j'ai pas été dans le contexte où j'ai dû me poser cette question. Puis, on va jamais, du coup, m'inviter dans un club où ce sera le cas parce que, du coup, je le ferai pas. Non. Non, mais moi, alors, c'est assez marrant parce que moi, ça m'est arrivé une fois à la Gravière, en fait. À un moment donné, j'étais vraiment dans un truc où je me suis dit, bon, bah, c'est un club alternatif, donc je vais avoir cette liberté, en fait, de pouvoir faire découvrir des trucs qui sont pas forcément connus, etc. Puis les mélanger avec des trucs un peu plus classiques, commerciaux, on va dire, etc. Et puis tout à coup, bah, y a un collègue DJ, je ne citerai toujours pas le nom, en fait, mais qui est venu et qui m'a fait, ouais, mais mec, il faut faire whiner les meufs, là, tu vois, parce qu'en fait, on sentait qu'à un moment, le public était plus à l'écoute que dans la danse, en fait, parce qu'ils étaient en train de découvrir le truc. Ils ne savaient pas quelle était l'approche qu'ils devaient avoir. Mais ce qui était marrant, c'est que la première injonction qu'on a eue, c'était pas de dire, ouais, mets des classiques, tu vois. Ouais. Mets des trucs pour l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire whiner l'ego, tu vois. Donc, c'est marrant, même dans un contexte quand même alternatif, on a quand même encore des réflexes de DJ mainstream. Et donc, voilà, avec des injonctions de genre, voilà. Donc, on va gentiment, enfin, notre podcast touche gentiment à sa fin. Moi, j'avais juste une question à vous poser. Oh, Vas-y. Quel est le morceau qui vous déclenche quand vous êtes en soirée, vous entendez ce morceau, vous dites, non, là, il faut que j'aille sur le dance floor. Moi, j'ai vas-y, commence. Moi, je suis un gars classique, hein. Vas-y. Donc, moi, c'est One More Chance de Biggie, le remix. Moi, j'ai besoin de musique douce. Moi, je suis un gars doux. Moi, c'est vraiment ce morceau-là. Moi, les amis, ça évolue en fonction du temps. Comme je vous ai dit, je suis un gars de l'afrobeat à fond. Donc, Burna Boy, Yeah, ou Last Last, qui sont des évidences, mais ça me fait... Moi, je danse vraiment volontiers en club. Hein. Franchement, je suis assez chaud, je cache pas. Mais je vais du coup updater ça au moment où nous parlons. Moi, je suis un mec, j'ai saigné le compas haïtien depuis des années. Tu vois, nous, quand même, Haïti, on represent. Enfin, pas tous, hein, d'ailleurs. Il y a des gens haïtiens que je connais qui ont malheureusement pas été connectés à la culture musicale. Mais moi, depuis les voyages, les trucs comme ça, je ramenais tout le temps plein de CD, des trucs comme ça. Donc, j'adore le compas depuis. Et là, le hit de Joe doit te filer 4 campés, frère. Là, c'est imparable pour moi. En plus, remix avec Burna Boy, là, c'est végétaux, frère. Gogeta, tu vois, c'est la fusion. Donc, incroyable. Et toi, Zayn? J'avoue que le compas, en fait, je viens d'un bled où il y a des balles tout le temps. Puis il y a ce truc un peu tous les âges et c'est que du compas et les sons, ils durent 12 minutes. Donc, quand tu acceptes une danse, c'est que tu vas y aller pendant 12 minutes. Mais c'est vraiment le truc où j'ai envie de danser. C'est pour ça que j'aime, je crois, ce truc de danse à deux. Après, comme je suis plus, si je veux bouger ça, un peu de la dancehall, Wine and Coach. Franchement, les classiques, hein, tu vois, ils jouent et j'ai envie de danser. Ok. Ouais. Et toi, ok. Moi, je vous avoue, moi, je suis vraiment un clubbeur. Et j'ai beaucoup trop de morceaux en tête, en fait. Je sais pas. Là, comme ça, sans réfléchir trop longtemps, paf. Juste un qui tu kiffes. En ce moment-là, Ouais. on va dire, si je dois vraiment, peut-être, alors un morceau d'Amapiano, en fait. Mais c'est marrant parce que du coup, là, on est plus du tout dans le hip-hop, en fait. Mais On est dans le club. mais on est quand même dans le club. On est dans le club. Mais voilà, il y a un morceau d'Amapiano, c'est Niqué, en fait. Ouais. Déjà, la première fois que je l'avais entendu, c'était au Bled. Et j'étais là-bas, en fait, j'ai entendu ce morceau pour la première fois. Et vraiment, l'ambiance, elle était tellement folle et ça m'avait tellement touché. J'étais là en train de me dire, mais purée, qu'est-ce que je vais me rentrer en Suisse et tout, me taper ces clubs-là. Ou alors, heureusement, je travaille dedans, enfin, en tant que DJ et tout, puis je suis payé, mais du coup, enfin, la soirée suivante que j'ai passée, l'ambiance, enfin,
c'était différent. Mais par décalage. contre, chaque fois que je l'entends, même ici, en fait, Nika, ça me... Je sais pas si c'est parce que c'est le souvenir de ce que... Enfin, tu vois, Il y a ça aussi, bien sûr. Ouais. L'effet Madeleine de Proust, en fait, un peu, tu vois, le truc. Mais sincèrement, ce son, il tue, quoi. Il tue. Et pour moi, dès que je l'entends, je deviens fou, quoi. Ok. Est-ce qu'on te laisse peut-être le mot de la fin à toi ? Moi, je voulais juste dire une dernière chose. Et donc après, vraiment, je te laisse conclure. J'espère, là, en termes de mot de la fin pour moi, en tout cas, qu'on va, avec le temps, j'ai pas beaucoup d'espoir, je le cache pas, mais j'aimerais quand même qu'on arrive à un clubbing qui soit franchement moins relou sur ces questions de genre, parce que moi, je connais des gens qui ont arrêté d'aller en soirée hip-hop, notamment parce que c'était trop d'injonctions, trop de normes, tout ça. Des gens qui sont fans de rap, qui ne vont plus en soirée hip-hop, R&B, etc. parce que, en tant que gars, trop de testo, trop de trucs, c'est trop chiant. Ou alors des meufs qui sont là, moi, j'en ai marre qu'on me mette la main aux fesses ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça évolue de ouf vers le mieux. Bon, ce qui est bien, c'est que le hip-hop a rejoint justement plus le monde alternatif. Donc quand même, il y a des soirées un tout petit peu plus safe parfois dans ces endroits-là. Pas toujours, mais parfois. Dernière parenthèse aussi par rapport à ça. Le côté négatif de ça, c'est que du coup, les clubs spécialisés disparaissent de plus en plus. Tu vois, le hip-hop s'est mainstreamisé. Et là, j'aimerais rendre hommage au club afro de nos jeunesses. Le Duplex Club à Genève. Le Témis, le Calypso, le GH. Qui étaient des endroits incroyables dans lesquels il y avait des normes de genre de ouf, mais qui étaient aussi, en tant qu'afro-descendants, etc., des espaces quand même assez dingues. Et puis, un dernier truc adressé aux gars, quand on se croise en soirée, les gars, et qu'on se croise dans les toilettes notamment, venez, on connecte sur d'autres choses que juste être des mecs de base de Néandertal, tu vois. Des fois, t'es aux toilettes en train de cep et il y a des gars qui arrivent. Putain, t'as vu, il y a que des teupus ce soir et tout. T'es là, frérot, t'as pensé que parce que j'étais un mec dans cet espace de toilette, t'allais me connecter là-dessus, tu vois. Mais on élève un tout petit peu le level. Moi, juste encore une toute petite dernière chose, parce que je pense que c'est hyper important de le rappeler, en fait. Et ça, j'aimerais bien te faire intervenir, en fait, mais c'est à propos de la violence, en fait, parce que ça, il faut quand même, on peut pas passer à côté, quoi. Il faut quand même en parler de la violence, des interactions entre hommes. Très souvent, bon, peu importe les raisons, parce qu'on va pas rentrer dans le détail du truc, en fait, mais en fait, en réalité, c'est qu'il y a un problème de violence. On peut pas passer à côté, en fait. Alors, tout le monde a son explication. Ah ouais, c'est les lyrics, c'est l'ambiance, et machin, ça devient une ambiance sombre, etc., etc. Mais quand même, je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il faudrait que ça disparaisse complètement, quoi. Et que ça cesse. Et justement, qu'on fasse front et qu'on prenne le problème de face, en fait. Et donc, je te laisserai avoir un petit dernier mot pour la fin. Alors, c'est compliqué, mais moi, les souvenirs des toilettes que j'ai, c'est marrant, c'est les meufs qui se soutiennent de ouf dans les toilettes. C'est une dinguerie, t'es aux toilettes et t'es trop belle, t'es magnifique, non. Et là, si je vais aux toilettes des gars, personne parle. Et en fait, c'est triste. Et je pense que vous parlez de masculinité dans le podcast. Et en fait, un truc que j'ai remarqué, c'est quand même un peu la solitude que ça peut être d'être un gars par rapport à une meuf, en fait. La solidarité entre meufs, sororité, c'est hyper présent, même avec des inconnus. Et ces trucs de compétition des gars, je pense que c'est un peu triste en vrai. Et j'ai l'impression que je rentre là-dedans. Enfin, je le vois, je le vis et je le ressens. Tu joues le jeu, tu dis de la compétition un peu, tu dis ? Non, mais juste que je ressens même avec mes potes meufs que j'ai depuis longtemps, je suis plus leur sœur. Enfin, il y a un truc où genre... Ouais, c'est différent, ouais. Et du coup, là, j'ai des amitiés avec des gars et je trouve que justement, dans le club, ça vaudrait la peine qu'on soit vraiment tous ensemble, vraiment, et que ce soit pas genre... truc de compétition, de se prouver. Parce qu'à la base, on est tous là pour s'amuser. C'est ça, et des masculinités, il y en a plein de types, pour prouver que j'en ai une, et au final, je suis né comment. Enfin, c'est tous des trucs où au final, elles existent, elles sont multiples, et je trouve que ça vaut la peine que dans le club et dans ces endroits-là, on se déconstruise un peu, mais j'avoue que comme toi, j'y crois pas beaucoup. Et puis juste pour terminer par rapport à ça, et vraiment c'est mon mot de la fin moi, mais en fait ils se rendent pas compte, les gens des clubs, ils la suscitent cette violence aussi. C'est-à-dire qu'en faisant ce truc de privilège, tu vois, ce truc de privilège, de tu vas pas rentrer et tout, ça suscite des frustrations de ouf. Ce qui fait que tu surperformes une fois que t'es là. T'as tellement investi. Si tu chopes pas, c'est tout cet argent que t'as mis. Non. Ouais, ça... On a déjà parlé de ça. On a encore des tas de... pour boucler la boucle. C'est pour boucler la boucle. Mais en fait,
On est malheureusement, l'épisode, il touche à sa fin. Donc, déjà dit plein de trucs. on peut encore rajouter des tas de choses, mais on va se contenter déjà de remercier Zion qui est venu. Merci à vous, ça fait Franchement, Merci. c'est un honneur de te recevoir ici parmi nous. Yes. C'est franchement, je tiens à le rappeler parce qu'en fait, même quand on a préparé l'épisode en fait et qu'on devait trouver le choix dans l'invité, au départ, ça devait être. Enfin, on pensait que ce serait bien qu'on ait une femme avec nous en fait. Pour parler de ça, ouais. Pour parler de ça, mais finalement, on s'est dit que t'avoir parmi nous en fait, c'était cool aussi parce qu'en fait, on avait une perspective un peu différente et puis surtout, on avait un invité LGBTQIA et c'est assez aussi, notamment vu que c'est un sujet qui est un peu. Mais qui est d'actualité. Hein. Ouais, Tout le monde veut Déjà, parler des personnes trans. Et... je trouve que c'est cool aussi d'être invité pour parler d'autres choses, mais avec finalement cette perspective. Au final, puis comme je dis toujours, la transition, j'ai l'impression que c'est une réincarnation. Et du coup, c'est cool. J'ai l'impression de parler de 2 vies que j'ai eues. C'était cool d'être invité. Aussi, comme c'était un tabou dans le hip-hop, en fait, on s'est dit que ce serait bien en fait, à fond. de le poser. Ouais, et puis toujours dans notre parti pris en fait justement de questionner la masculinité en fait on te remercie. Merci à vous. Pour suivre l'actu de Zion, si jamais sur Instagram, zion.isaiah Et puisqu'on est en train de parler des Insta, où est tout de passage. Yes, merci Maji. K c'est K.R Airbnz. Presque Airbnb. Hein. Non, Airbnz, Kerubenz. Yes, merci Kay pour ton animation. Et moi-même, c'est Geneva J.Os. Alors, nous vous remercions aussi la ville de Genève, Agenda 21, Nuée Prod, Romain qui n'est pas là aujourd'hui, mais Héloïse qui est parmi nous. Yes. Big up. Et retrouvez-nous sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, Spotify, etc. Connectez-nous. Et à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, je vous propose qu'on enchaîne ça. On va dans le club, les amis. On sort ce soir. Ouais, on sort. Let's get it. Je remets ça. Là, c'est bon.